Une stratégie gagnante en immobilier, mais méconnue du grand public. Hello les investisseurs sereins, je suis ravi d'animer ce podcast aujourd'hui. Je suis avec Amaury, qui est investisseur immobilier. Il va nous raconter son parcours aujourd'hui ensemble. Mais surtout, il est hôte du podcast Le Père Castor. Hello Amaury, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, merci, c'est gentil. Ça fait une belle présentation, succincte, c'est préparé, c'est bien. Exactement. Alors du coup, nous, le concept d'interview, de rencontrer d'autres investisseurs sur le podcast, c'est vraiment permettre à notre audience de voir qu'on peut investir en immobilier selon des parcours qui peuvent être complètement différents. Donc Dorine t'a rencontré sur un événement d'investissement immobilier il y a quelques mois. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un plaisir de te rencontrer. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours, Ouais. mais surtout de ta façon d'investir en immobilier. Parce que comme on le sait, il y a plein de stratégies qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, nous, on aime bien savoir où est-ce que tu as grandi, dans quel type de famille, quelles études tu as pu faire avant d'arriver sur le vrai sujet Ouais. de l'investissement. Alors il y a 3 questions, où est-ce que j'ai grandi, quel type de famille et quelles études j'ai pu faire, c'est ça ? Exact. Alors la première, où est-ce que j'ai grandi ? Alors moi je suis né à Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans, dans le centre de la France. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 10 ans, peut-être 9. En gros c'est au moment du changement entre l'école primaire et le collège. Et ensuite je suis parti vivre à Toulon pendant quelques mois, donc dans le sud de la France. Mmh. Et puis ensuite, après, on est revenu vivre en Bretagne avec ma mère. Donc, quand on est allé à Toulon, mes parents se sont séparés pour la première fois. Ensuite, on est revenu dans le centre de la France, vivre chez mes grands-parents. Mes parents se sont séparés. Mon père est parti en Bretagne. Ma mère est revenue à Orléans chez ses parents. Et puis ensuite, ma mère a rejoint mon père. On est resté 2 ans dans une ville à côté de Vannes. Je peux donner le nom des villes, hein, mais je sais pas si je Non, reconnais ça trop, va pas mais... être fait. Mais bon, ça s'appelle Surzur. Après, mon père a bougé à Arradon, qui est à côté de Vannes. Ça se trouve, j'oublie des villes, hein, au passage. Non, mais ce qui est important, c'est de savoir par où tu es passé, puis savoir En le fait, contexte familial aussi que tu as pu avoir. Ce que je veux dire avec Ouais. ça, c'est que j'ai énormément déménagé. Et du coup, aujourd'hui, je continue de bouger tout le temps. Genre, hier, j'étais à Rennes. Avant-hier, j'étais à Lille. Avant-hier, j'étais à Amsterdam. Ah oui. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Paris. En fait, je pense que cette mobilité-là est due à ces mouvements qu'on a eus quand j'étais petit. Donc, on a beaucoup déménagé. Je crois que j'avais fait le compte, ça doit être 17 ou 18 fois. Donc, c'est pas mal. Ah oui. En comptant les études supérieures. Ok. Et donc voilà, non, très bien. Moi, c'est un peu particulier parce que souvent, tu sais, on dit oui, la famille, elle est soit avec toi, soit pas trop. Enfin, soit elle te motive à investir, soit elle te motive pas. Moi, elle me motivait, en même temps, elle me motivait pas parce qu'il y avait ma mère qui me disait que c'était pas forcément la meilleure idée, et mon père qui me poussait, et on a même acheté notre premier bien ensemble. Ok. Donc, en fait, j'avais deux échos. Donc non, moi je suis très content. Comme tout le monde, j'ai des histoires. Comme tout le monde, il y a eu des moments. Mais voilà, je suis né en France. Je vais pas me plaindre, quoi. Donc, Quel type non, c'est très bien. d'études tu as fait alors, hein ? Alors moi, je suis parti en classe préparatoire. Ok. Je suis allé à Lille en première année. D'ailleurs, j'ai une anecdote si tu veux là-dessus, parce que je sais que ça plaît bien en podcast. C'est que, et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui. Qu'on accompagne et que j'aime bien, dans la mesure du possible, distribuer l'information. C'est que j'étais dans un lycée en Bretagne, donc à Ploërmel. Donc c'est une petite commune, hein, t'as 10 000 habitants. Et donc à ce moment-là, moi j'étais en STMG parce que c'était pas forcément par choix, c'était parce que c'était la filière dans laquelle on m'avait accepté. Et donc je suis allé en STMG et puis à la fin du cursus, en terminale, on nous dit, tu sais, c'était APB à l'époque, on nous dit, bah voilà, il faut choisir. Et puis à ce moment-là, en gros, quand tu fais STMG et que tu viens de ces zones-là, on te parle, c'est pas comme Paris où on va t'expliquer qu'il y a des cursus, en effet, grande école, etc. Là, on te dit, grosso modo, tu vas à la fac, mais tu vas te planter parce que tu vas avoir trop de liberté. Ou alors, tu vas en BTS et si t'es le meilleur de la classe, tu vas en IUT. En gros, c'est à peu près le scénario qu'on a. Juste expliquer peut-être STMG, du coup. Ouais. C'est Sciences et techniques, du management et de la gestion, je crois. Ok. Et avant, c'était STG. Et sinon, avant, je sais pas. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours STMG. Mais en gros, c'est une filière technique. Tu sais, t'as général, pro, Oui. et technique, c'est entre deux. Ok. Et donc, j'ai fait cette filière. Et il y a une prof, 3 semaines avant la fin d'APB, Chantal Guéguin, elle s'appelle,
Elle est venue et elle nous dit, bah voilà, il existe ce cursus-là. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Classe préparatoire, grande école. Et ça t'ouvre telle perspective, etc. Et je m'étais dit, mais génial, ça me donne vraiment une volonté, une envie d'avancer, quoi. Et c'est pour rejoindre une école de commerce derrière, c'est ça? Exactement, c'était une école de commerce. Et du coup, j'ai postulé dans plein de classes préparatoires. Et la seule classe prépa, parce que moi, du coup, j'étais en Bretagne, qui m'a pris, c'était Rennes. Et donc c'était Lille, pardon. Et donc, je suis allé à Lapsus, parce qu'en fait, après, je suis allé à Rennes. Ok. Et donc, je suis allé à Lille. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ça l'anecdote que je voulais donner. C'est que la prof, à la fin de l'année, d'ailleurs, m'a pleuré dans les bras en me disant, mais c'était génial cette année, etc. Machin, était assez sensible, très gentil. Et je retourne, tu vois, la semaine prochaine à Lille pour intervenir auprès des élèves. Et comme quoi, en fait, ça dépend aussi de là où t'es et comment tu t'épanouis, parce que en réalité, les profs d'avant, ils me détestaient tous. J'étais le mec bavard qui, voilà. Mais quand t'es au bon endroit, tu peux être performant et te donner. Donc, ce qui s'est passé dans cette année-là, et ce qui a été marrant, c'est que au bout des 2 années de classe préparatoire, donc j'ai fait ma première année à Lille et ma deuxième année à Rennes, parce que du coup, je voulais rentrer parce que Lille, c'était assez contraignant, c'était assez loin. Et en fait, j'étais à l'internat. Et l'internat fermait le week-end, parce que c'est un internat régional et pas un internat national. Et donc, du coup, il fermait le week-end. Donc, c'était la galère. Il fallait que je loue des Airbnb, etc. C'était relou. Je me suis retrouvé dans des trucs dégueulasses. Enfin, c'était vraiment chiant. Et de la deuxième année, tu prépares le concours. Donc, t'as pas le temps d'être dans des dispositions qui sont pas bonnes, quoi. Et donc, du coup, je suis rentré à Rennes parce que j'ai pu postuler, vu que mon dossier, après la première année à Lille, était suffisamment bon pour aller à Rennes. Okay. L'anecdote, c'est que quand j'ai été sélectionné à Lille, j'étais 78e sur 78. Donc, en fait, ils sélectionnent plus parce qu'il y en a plusieurs qui viennent pas ou qui vont dans d'autres classes préparatoires. Moi, ils m'ont pris parce que vu que c'est une classe publique, si jamais ils remplissent pas assez, ils ont plus les budgets l'année d'après et donc du coup les classes potentiellement elles ferment. Okay. Donc mon dossier était naze, mais ils m'ont pris quand même. Et après j'étais pris à Rennes la deuxième année, Rennes qui m'avait refusé la première année. Et finalement les 2 classes préparatoires réunies, j'ai eu Audencia à Nantes, donc post STMG, c'est une bonne école. Ouais. Et donc c'était le meilleur résultat de ces 2 années. Trop bien. Entre Lille et Rennes, j'avais majoré sur le concours. Ok. Donc si on bosse, on peut se donner les moyens. Ouais. Et je pense que j'aurais pu avoir beaucoup mieux. J'étais à 0,03 de l'EM Lyon et j'aurais pu avoir une parisienne, voire même. Quand tu dis les parisiennes, c'est l'ESSEC. Ouais, ESSEC, HEC, ESCP. Ouais. Je pense que ça aurait pu se faire. La grosse lacune et qui est très compliquée à rattraper, notamment pour moi, c'était les langues. Ouais. Y a les mathématiques, si tu bosses, tu peux trouver une solution pour les rattraper. Il y a plein de sujets, genre le résumé de texte, etc. Plein d'épreuves en prépa. Si tu charbonnes, tu peux devenir trilingue en 1 an et demi en travaillant toutes les autres matières à côté. Pour moi, c'était pas possible. Et c'est ce qui m'a mis dans le jus, en fait. Parce que toutes les autres notes, j'ai eu des notes excellentes. Et les langues, j'ai dû avoir genre entre 8 et 10. Et d'ailleurs, ça m'a porté préjudice jusqu'à il y a 6 mois. Fin de l'anecdote pour la partie études. Mais ça m'a porté préjudice jusqu'à 6 mois. Parce que post-diplomation en Audencia, en fait, quand tu vas dans une école comme ça, je crois que tu as fait un G. J'ai écouté quelques épisodes pour voir. Et en fait, j'imagine que tu as eu la même chose. À Audencia, il faut que tu aies un minimum de niveau au TOEIC. Il faut que tu aies 850 points. Je sais pas si tu as eu ça, toi. Mais... c'est ça, ouais. Et donc, moi, c'était l'enfer. Parce que j'étais vraiment à un niveau cata en anglais. Et c'est très dur à rattraper. Je pense que c'est vraiment l'une des plus grosses différences aujourd'hui dans notre système scolaire. Ouais. C'est que quand tu viens d'une famille où on t'apprend les langues dès le plus jeune âge, c'est un unfair advantage de ouf pour la suite. Et c'est très dur à rattraper dans le temps. Et donc moi, là, je suis parti en Angleterre. Tu vois, là, au moment où on fait ce podcast, il y a 1 an jour pour jour. Je suis parti le 30 novembre l'année dernière. Et je suis resté quasiment 4 mois en Angleterre pour progresser en anglais. Pour combler cette lacune. Pour avoir le TOEIC, parce que si j'avais pas le TOEIC, j'avais fait tout ce cursus. Et in fine, j'aurais été diplômé uniquement du bac, puisque quand tu fais une classe préparatoire, c'est pas diplômant. Ouais. T'as peut-être fait une prépa, je sais pas. Mais non, moi, je suis passé un petit peu comme toi. En fait, je suis passé par la case IUT. Okay. Donc, on était une minorité où l'école d'ingénieur en fait prend toujours peut-être 10 personnes. T'as fait quelle école? L'école d'ingénieur à Évry, okay. qui s'appelle le NSIE, okay. en informatique. Et moi, je me suis spécialisé en finance de marché. Ouais. Okay. Et du coup, j'ai fait Audencia. Super. Et j'ai fait le choix d'Audencia. Parce que je savais à l'époque que ça allait pas forcément... C'était 6e quand je suis rentré dans les classements. Aujourd'hui, c'est plutôt 8e. Je savais que ça allait pas forcément aller en croissance, mais je l'ai fait en connaissance de cause parce que je voulais être à Nantes. Et Nantes, c'était plus proche de là où j'habitais en Bretagne. Et donc, pour investir en immobilier, puisque j'avais commencé à investir en immobilier à côté de la classe préparatoire. Parce que tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans.
Ok, ouais, t'es tout jeune. Hein. Donc, Tout jeune, donc t'as commencé déjà en école d'ingénieur. Hein. non, en prépa, école de commerce, pardon. Ouais. En prépa, ouais. Ouais. En prépa, Ok. en prépa on s'est positionné sur une maison et un immeuble de 2 appartements quand j'étais en prépa, ouais. Ok. Et donc, du coup, tes parents, ils faisaient ou ils font quoi dans la vie? Hein. Et, Alors, c'est un autre sujet. En effet, tu as raison de le dire. C'est que, donc, souvent, tu sais, il y a une phrase de DJ Snake qui dit on a l'impression de se faire tout seul, mais en fait, on se fait grâce aux autres. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il y a à la fois de la volonté dans l'éducation. Mon père m'a toujours dit qu'il fallait investir dans l'immobilier. Ouais. Et en même temps, le nombre de déménagements qui ont fait que ça m'a motivé aussi. Parce que à chaque fois qu'on déménageait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mes parents achetaient une résidence principale et ils la revendaient. Ok. Mon père est plutôt manuel et donc du coup, il retapait un peu la maison. Il fait de la valeur. Exactement. Et donc il faisait des plus-values. Plus-values. Sauf que les plus-values, elles sont nettes d'impôts. Et les plus-values qu'il faisait, elles étaient parfois, voire même souvent, plus importantes que leur salaire annuel. Donc en fait, le schéma, il était assez rapide. C'est-à-dire que tu te dis, OK, il gagne plus d'argent en faisant ça. Parfois, on restait quelques mois, hein, notamment Toulon. On est resté de août à décembre. Mais du coup, comment ils faisaient pour trouver justement ces affaires ou ces maisons ou ces appartements? Alors, il y avait 2 manières pour eux de le faire. La première, c'était la construction. Okay. Ils ont fait plusieurs constructions qu'ils ont revendues. C'est moins vrai aujourd'hui parce que le marché a évolué, le coût de la construction est plus élevé. Ouais. Mais à l'époque, c'était assez simple de construire une maison, de la revendre et de gagner de l'argent. Okay. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait construire aussi une maison que j'ai revendue. Tu vois, on a fait 83 000 € de marge et on s'est pas trop emmerdé, quoi. Le seul problème de ces opérations, c'est que c'était long. Ouais. Mais sinon, à part ça, c'était une manière assez basique de gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce que mes parents ont fait, mais de manière inconsciente, parce qu'en réalité, quand on déménageait comme ça, c'était pas par choix, hein, c'est qu'ils se séparaient. Mon père, il avait pas forcément fait d'études, donc pour grimper, il travaillait à l'URSSAF, mon père. D'accord. Donc pour grimper les échelons, il fallait qu'il bouge. Donc, et puis je pense qu'ils avaient aussi envie de bouger. Donc voilà. Et puis donc il y a eu ce melting pot, ce mélange entre l'argent qu'il gagnait et l'éducation où mon père m'a toujours dit à moi, il faut investir, à moi, il faut investir. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Enfin, il n'y a rien de. Ouais, il te disait d'investir, il te dit il faut investir, mais en même temps, il te montre aussi que c'est possible qu'avec l'immobilier, on peut gagner de l'argent. Et donc, tu as grandi finalement avec ces constructions, ces rénovations, ces ventes, ces achats. Oui et non. C'est-à-dire qu'il me le montre de manière inconsciente, puisque du coup, moi, je suis curieux et du coup, je pose des questions en disant c'est quoi les chiffres, etc. Mais ils me le disent pas forcément naturellement en disant t'as vu, on a gagné de l'argent. Ouais. Ils me le disent pas. Hein. C'est plus en fait, ça vous a coûté combien, vous l'avez revendu combien. Et moi, je fais les calculs. C'était aussi simple que ça. Oui, c'est une simple soustraction. Ouais. Voilà. Mais par contre, mes parents n'investissaient pas dans l'immobilier. C'est-à-dire que le premier. Alors, n'investissez pas dans du locatif. Oui. C'est-à-dire que le premier achat qu'on a fait avec mon père quand on a acheté une maison individuelle pour la mettre en location, on l'a fait ensemble. Avant ça, il n'avait jamais investi. Pareil, histoire familiale, c'est-à-dire que mon père voulait toujours investir. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Je pense qu'il avait un peu la flemme en réalité. Mais en tout cas, il disait qu'il avait envie de le faire. Mais tu es déjà bien occupé avec ces rénovations de résidence principale. Ouais, tu me dis que vous êtes déménagé entre 17 ou 18 fois en l'espace de 20 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est quasiment. Alors 17-18 fois, plutôt en l'espace de 23 ans, parce que je compte. Mais je pense qu'il y en a au moins 5-6 dans mes études supérieures. Ouais. Parce que j'ai beaucoup bougé, Lille, Rennes, Nantes, tu vois. Donc c'est une grosse dizaine, une petite quinzaine de fois, je pense, en famille, il faudrait que je calcule. Et à la marge, on a dû être 2-3 fois en location. Okay. Donc, et le reste, en effet, c'était rénovation, construction, etc. Donc, ça demandait du temps. À noter quand même, c'est que mes parents aussi achetaient chacun de leur côté. Tu vois, quand ils étaient séparés, je compte aussi ces déménagements où mon père achetait, ma mère achetait, etc. Donc, parce qu'en réalité, c'est même pas sur. Je te dis 20 ans, mais c'est même pas ça, parce que de 0 à 10 ans, je suis resté à Chingis, ça s'appelle, c'est à côté d'Orléans. Donc, en fait, c'est plus sur 10 ans qu'ils ont beaucoup fait de changements. Et du coup, tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur, ouais. Ok. J'ai une petite sœur. Qui est aussi dans l'investissement immobilier? Non, on lui a proposé, on lui a dit de nous rejoindre au départ et elle a dit non, je vais pas faire. Tu sais, un peu l'idée, je pense qu'elle voulait pas faire comme son frère, tu vois. Et mais aujourd'hui, ça l'intéresse. Je pense que j'imagine. Après, tu lui montres tout simplement. Elle le voit au quotidien. Elle est encore en études, donc pour elle, c'est encore un peu tôt, je pense. Mais oui, elle va s'y mettre, je pense. Elle va s'y mettre. Quand t'as tout le monde autour de toi qui le fait, tu finis par le faire. Ouais. C'est comme le voyage, tu vois. J'ai un copain qui a une famille où il voyage énormément. Et du coup, il a organisé tous nos voyages. Donc moi, depuis plusieurs années, maintenant, je fais des grands voyages. Ce qu'on faisait pas avec mes parents.
Alors, on voyageait beaucoup, hein, Qu'est-ce que mais tu appelles un grand voyage du coup grand voyage, c'est Indonésie, c'est Brésil, c'est Ok. Colombie, tu vois, on va loin par la distance. Ouais. Et ça a contaminé toute la famille. Maintenant, il y a tout le monde qui part partout. Mon père, il a pas pris l'avion depuis 10 ans. Il a pris l'avion cet été, il est parti 2 fois, je sais pas où. Il est allé en Corse et en Croatie, je crois. Ouais, il est allé du Dubrovnik. Là, on part au Mexique. Ma sœur, elle est partie toute seule. Je sais plus, elle est allée à Malte. Enfin, voilà, tout le monde se met à voyager. Et ma mère, qui n'avait jamais pris l'avion sur des longs courriers, est partie, je crois, à Punta Cana. Là, elle voulait repartir en Tanzanie. Donc, en fait, il y a vraiment cet effet-là où, au début, je crois qu'on veut convaincre un peu tout le monde qu'on a trouvé une bonne idée. Ouais. Et c'est un peu le message que je veux dire par là, c'est que quand on fait de l'investissement immobilier, on se dit, ou de l'entrepreneuriat, on veut convaincre tout le monde. Mais c'est très épuisant, et quand on ne montre pas, les gens ont du mal. Par contre, quand on montre, souvent les gens disent rien, mais ils font après par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est montré par l'exemple, Ouais. tout simplement. Et puis, au fur et à mesure de temps, les choses se font et les personnes visualisent Exactement. et voient qu'en fait. J'avais écouté une interview qui était très intéressante, où il disait que finalement, mais je crois que d'ailleurs c'était Sarkozy là, qui est passé sur Légende, et qui disait que en fait, à chaque fois, il avait tendance à plutôt dire, en fait, il faisait les choses, et puis ensuite, par effet de ricochet, ses enfants faisaient la même chose. Et même les gens autour de lui. Donc c'est vrai que vouloir prêcher la bonne parole, c'est bien, parce qu'au départ, quand on découvre ça, on a envie de le dire à tout le monde. En fait, fais, Ouais. et les gens feront autour de toi. Mais S'ils doivent le faire, en tout cas. C'est très bien, effectivement, de le dire parce qu'on le voit, nous, on l'expliquait à notre entourage ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, les personnes avaient du mal à prendre conscience de ce qu'on était en train de construire. Mais le jour où, avec Dorine, on s'est arrêté de travailler, qu'on a quitté Paris et qu'on leur a dit maintenant, on peut vivre notre immobilier, de nous voir au quotidien ne plus travailler, ça fait des déclics pour les personnes et de se dire ah oui, peut-être qu'il faut que je m'intéresse à ce sujet qu'est l'investissement immobilier. Donc je trouve que l'exemple est finalement la meilleure chose pour montrer. Et il faut pas lésigner sur le temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est très long. Moi, j'ai des amis à qui j'en parle depuis quasiment 10 ans. Et là, ils se positionnent sur leur premier bien. Donc, il faut accepter, ça prendra du temps. Mais si vous voulez aider les autres, montrez par l'exemple et ça devrait fonctionner. Alors du coup, parce que nous, on a des étudiants qui nous contactent, qui nous disent « Ah, je veux investir en immobilier ». Donc, je pense que toi, tu es un bon exemple parce que tu nous as dit que tu as investi en immobilier quand tu étais étudiant. Comment ça s'est passé? Donc déjà, quel état d'esprit tu avais et quel état d'esprit tu avais vis-à-vis des banques? Parce que forcément, c'est toujours le sujet en disant si je suis étudiant, j'ai pas de revenus et donc du coup, comment je fais pour lever de la dette? Alors, du coup, 2 questions. Quel état d'esprit j'avais et quel état d'esprit j'avais vis-à-vis de la banque? Moi, mon état d'esprit, il était assez simple. C'est que je voulais, au départ, je voulais juste être rentier et ne rien faire. C'était vraiment mon objectif. Je vivais avec pas grand-chose à ce moment-là. Et donc, 1 500 € par mois, ça me suffisait très bien. Donc, je m'étais dit, je vais acheter plusieurs biens. Et ensuite, je vais les mettre en location. Le cash flow que je vais générer, ça va me permettre de vivre. Et comme ça, grosso modo, quand j'ai terminé les études, peut-être même avant, j'arrête tout et puis je vis de ça. Je m'étais dit, j'irai vivre dans un pays où ça coûte pas trop cher. Et puis voilà. Okay. Donc ça, c'était le plan au départ. Et puis ensuite, ça a évolué. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme beaucoup de gens. Je suis pas feignant ou c'est pas que. C'est juste que assez souvent, on n'est pas au bon endroit. Et du coup, ce qu'on fait, on n'y met pas d'énergie parce que ça nous plaît pas. Et donc, quand on trouve quelque chose qui nous plaît, aujourd'hui, faire un podcast, moi, ça m'amuse. Je trouve ça cool. Ça permet de rencontrer des gens. J'ai une structure d'investissement clé en main. On accompagne des gens, c'est cool. Et ça me permet de rencontrer des gens super. Tu participes à un écosystème où tu t'épanouis. Donc, finalement, c'est peut-être plus chercher et trouver sa place que devenir absolument rentier. Mais ça, je ne le savais pas au moment où j'ai commencé. Et donc ça a été le bon chemin. La position et la posture vis-à-vis de la banque, et je pense qu'indirectement dans ta question, c'est finalement comment tu fais pour lever de la dette quand tu es étudiant. Pour moi, il y a 2 solutions. Soit tu utilises la solution qui est un peu proposée sur Internet, c'est-à-dire que tu utilises le crédit étudiant, qui peut être une solution puisque, pour rappel, c'est un crédit non affecté. Ça veut dire qu'il est assimilé à un crédit à la consommation. Donc, en fait, tu peux l'utiliser pour acheter ce que tu veux. Ce que tu veux avec, ouais. Et c'est à taux zéro, c'est ça? Alors alors moi à l'époque quand j'ai emprunté c'est pas un taux zéro, c'était un taux faible, genre ça devait être 1% ou un truc comme ça. Aujourd'hui je sais pas, aujourd'hui j'ai pas du tout d'idée, mais j'imagine que c'est. Mais il y a un cap, c'est genre 20 000 € c'est ça ou non 50 voire même je crois qu'il certainement que c'était 70 ou 80 000. Ok, ah oui donc on peut. Donc voire même je veux pas dire de conneries mais je crois que j'avais entendu jusqu'à 100 000, 50 000 sûr. Ok. Parce que moi je l'ai fait.
plus probable. Mais donc ça peut être une solution. Ouais. Et sinon, l'autre solution, je pense, si on veut scale, c'est de s'associer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Avec ton papa, du coup? Donc, j'ai commencé avec mon père. Avec mon père, on a acheté une maison, 2 immeubles ensemble. Après, j'ai acheté avec une notaire que j'ai rencontrée à une soirée IMO. Enfin, si vous êtes jeune et que vous allez à une soirée IMO, il y a plein de gens qui ont entre 28 et 45 ans qui vont à toutes les soirées IMO et qui n'ont jamais rien fait parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un peu peur. Mais qui sont solvables et finançables. Voilà, exactement. Et donc, vous leur dites, écoute, j'ai plein de bonnes idées, viens, on fait un projet ensemble. Vous allez probablement vous prendre des murs, mais il y en a qui vont finir par dire oui. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé avec elle. Après, elle a ramené son père qui est médecin. Donc, du coup, ça permettait d'avoir une solvabilité pour investir. Et j'ai investi avec un ancien aussi d'Audencia qui bosse chez Google, qui bossait à Singapour à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Ok, donc du coup, une maison, 2 immeubles quand tu étais étudiant? Alors quand j'étais étudiant, j'ai fait, si tu veux, toutes les opérations IMO, j'ai fait une, déjà je le dis parce que sinon je vais oublier, une maison tout seul. Celle-là, je l'ai achetée sans personne. Mais en levant de la dette à la banque avec ton... C'était un crédit classique. Genre, non, un classique, je dis n'importe quoi, un crédit IMO. Ok. Mais c'était que dalle, hein, c'était 25 000 balles, je crois, la maison. Ok. Même pas. C'est quoi la stratégie du coup? C'est t'as fait des travaux et t'as fait une coloc à l'intérieur? Non, c'était une petite maison, elle faisait 20 mètres carrés. Je l'ai achetée dans un bled, 22 000 euros. Elle est louée 330 euros depuis 4 ans. Ok. Et là, je suis en train de la revendre. Et on va la mettre en vente là début janvier, donc c'est prochainement. Et elle a Donc été. ta toute première opération, tu l'as fait vraiment tout seul? Non, ça c'était après. C'est juste que j'ai oublié. Okay. Ah, dans l'ordre. Alors si tu veux, dans l'ordre, on a acheté une maison à Plémé, enfin c'est à côté de l'Oudéac, donc dans le centre-Bretagne. Ensuite, on a acheté 2 immeubles. Enfin, on a acheté un premier immeuble de 2 appartements. Là, on a fait un studio et un T2. Ensuite, on a acheté. Je sais plus dans l'ordre, tu m'en veux pas, mais franchement, ça fait un petit moment maintenant. Non, mais ça, au moins avoir une idée du parc, quoi. Un deuxième immeuble où on avait un local commercial, on a mis une fleuriste, on avait 4 studios et un T2. Une maison que j'ai achetée tout seul, pareil à côté. Une maison que j'ai achetée avec Samuel, donc le gars de chez Google. 2 maisons qu'on a achetées avec Marion et son père. Un appartement que j'ai acheté à Nantes et que j'ai revendu. Une maison que j'ai fait construire à Vannes et que j'ai revendu. 2 terrains que j'ai achetés en centre-Bretagne et un terrain, un lotissement que je suis en train de revendre à Next City qui fait 2 hectares, 20 000 mètres carrés. Tout ça quand tu étais étudiant? Et les 3 derniers, je les ai achetés tout seul. Tout ça quand j'étais étudiant. Bah, tu sais, moi, j'ai terminé en 2022 les études et vraiment, officiellement, je suis diplômé depuis juin de cette année. Juin 2024. À cause du TOEIC ou... exactement. Et j'avais 2 ans pour l'avoir. Et en fait, pour être transparent, en fait, moi, j'ai toujours fait des opérations. Sur chaque opération, j'ai fait de la plus-value, je suis sorti, etc. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Le truc, c'est que ce qui m'a mis dedans, là, c'est le lotissement. Lotissement, je devais faire une opération. Franchement, je pensais que j'allais faire entre 700 000 et 1 million d'euros de marge. Donc, c'était une très belle opération. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait dû se passer, je pense. Donc, quand tu parles de lotissement, c'est quoi? T'as acheté un terrain? Ah, j'ai acheté un terrain. T'as fait construire plusieurs bâtiments sur ce terrain-là? Alors non, j'ai acheté un terrain, j'ai déposé le permis d'aménager et ensuite j'ai laissé l'opération comme ça parce que ça ponctionnait trop d'argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une offre en 2021. Je crois que c'était 2021, sur une opération pour reprendre un terrain. En fait, j'avais fait construire la maison à Surzur et achat-revente à Nantes. Et donc, du coup, j'avais de la liquidité. Donc, du coup, je me suis dit, construire une maison à Surzur, j'ai fait construire, j'ai rien passé en temps. J'ai pris 80 000 balles de plus-value brute sans rien foutre. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, mais fois 30 en fait. Donc, je me suis dit, je vais acheter directement le lotissement, je vais viabiliser et je vais faire construire les baraques. Le raisonnement est aussi simple que ça. Sauf que ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que tu passes l'immobilier locatif, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est par rapport à de la promotion ou de l'aménagement, c'est pas de l'amateurisme, mais c'est tout le monde peut s'y mettre. C'est pas t'as des choses à savoir, mais c'est accessible. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est des métiers complètement différents. Être investisseur locatif, c'est un métier complètement différent que de marchand de biens, et encore un métier différent qu'est promoteur. Donc c'est 3 domaines complètement différents. Pour le coup, avec des stratégies différentes et des connaissances et des compétences différentes aussi. Pour avoir fait les 3.
investissement locatif, marchand et aménagement, et en quelque sorte promotion en faisant construire une maison, mais c'est pas vraiment de la promotion. Si j'avais dû faire de la grosse promotion, c'est un autre monde. Vraiment, l'aménagement, c'est un autre monde. Genre, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, le banquier, c'est pas le même. C'est un banquier, le mec, il est meilleur que toi en immobilier. Ok. Vraiment, Ah ouais. ils sont chauds de ouf. Genre, c'est des mecs qui pourraient être comme toi sur des opérations d'aménagement. Hein. Ils sont vraiment très, très pointus et pointilleux. Mais c'est quoi? En fait, c'est genre, tu vas dans une banque Ouais, et en fait, on t'affecte ouais, t'as un un service. spécialiste, Voilà. expert, Voilà. montage financier, immobilier Exactement. pour des promoteurs. En fait. Exactement, exactement. Aménageur, en l'occurrence. Ça Parce que s'appelle c'est pour aménagement. aménageur. Ouais. Ok. Lotisseur, aménageur. En gros, lotisseur, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Et aménageur, c'est le terme un peu technique qu'utilisent les professionnels. Ok, intéressant. Et donc tu lances cette opération, sauf que moi, 2021, je lance cette opération. Pour rappel, à ce moment-là, tu faisais construire avec certains constructeurs à 1 000 € du mètre. Donc, et moi, c'est ce que j'avais fait avant, en fait, avec un constructeur. Je peux le nommer, il s'appelait Villa des Halles. Et donc, je fais cette opération. Sauf qu'entre le moment où je me positionne et le moment où les terrains sont disponibles véritablement à la vente, puisque quand tu fais une opération comme ça, tu te rends compte qu'il y a plein d'enjeux, notamment la mairie. Tu vois, là, on est en train de revendre. Enfin, c'est vraiment d'autres sphères parce que déjà, tu vois, c'est Next City qui se déplace. Ok. Tu vas négocier avec la mairie. En fait, c'est plus toi qui vends à Next City. Hein. C'est toi qui vends le projet à la mairie et Next City le rachète. Hein. Ok. Ça n'a plus rien à voir parce que la mairie, en fait, c'est un enjeu pour eux au niveau de la commune. Bien sûr. Le projet est tellement gros que ça les impacte eux. Ouais. Donc, tu as des décisions au niveau du nombre de logements sociaux que tu dois avoir. Ça, c'est des décisions politiques. Ok. Moi, j'étais dans des conseils municipaux là où on s'est réunis avec la maire, etc. Machin. J'ai entendu des dingueries, genre. Ouais. Je peux pas le dire au micro. Pourtant, je dis beaucoup de choses, hein, mais je peux pas le dire parce que le terrain est pas fondu encore. Ok. Mais j'ai entendu des dingueries, genre. C'est des trucs de ouf. Je pourrais te le dire en off si tu veux, mais c'est lunaire. Et du coup, ça te bloque l'opération. Là, on est sur ce sujet-là en ce moment. Mais le truc, c'est que ça te bouffe de l'argent, mais monstrueux. Enfin, c'est terrible. Ouais, donc le Genre, problème, entre- c'est les incertitudes, les choses que tu ne Non, peux en pas fait- maîtriser finalement. Parce que, En fait, le gros problème, là où j'ai pas eu de bol, ce qui me rassure, c'est que c'est pas que moi. C'est que là où j'ai pas eu de bol, c'est que le marché, en gros, en l'espace de 1 an, les taux, ils ont fait x2, voire x3. Et les prix de la construction, ils ont fait x2. J'exagère à peine, mais en gros, c'est ça. Et donc, là où l'opération était rentable et quelques était intéressante, années, ouais. en l'espace d'1 an, plus de rendement. Plus d'opérations intéressantes, que dalle, plus d'acheteurs. Moi, j'avais fait un premier permis d'aménager. Donc, le permis d'aménager, en gros, c'est l'équivalent du permis de construire pour le lotissement. Ok. Premier permis d'aménager, je fais avec un aménageur. Tu veux que je te raconte l'histoire? Je crois que je l'ai jamais raconté. Je peux la dire maintenant parce que je suis en train de revendre. Donc, Ok. je fais mon opération et puis j'ai un peu fait le deuil du projet aussi. Mais tu veux que je la raconte ou pas? Ouais, vas-y, c'est Tu m'as pas intéressant. dit. On n'a jamais abordé ce sujet En gros- d'aménagement et de promotion réellement sur le podcast. Donc, Donc moi, je vais te faire vois l'histoire depuis le début. Comme ça, tu vas comprendre le truc. Parce que ça va me faire du bien aussi. Ça me fait ma thérapie au passage. Tu m'en veux pas? On fait l'opération. J'achète l'opération. Donc j'achète un aménageur en liquidation judiciaire ok. qui s'appelle France Terre. Tu peux partager un peu les chiffres ou pas sur l'opération? Ouais, bien sûr. C'est vraiment plus pour donner un ordre de grandeur. Aucun problème. Comme ça, tu vas du projet, tu quoi, vas tout comprendre l'opération. Donc j'achète l'opération à France Terre. Alors déjà, ça a été folklorique parce que du coup, tu achètes en liquidation judiciaire. Ok. Donc liquidation judiciaire, ça veut dire quoi? Moi, à cette époque-là, j'habitais en Bretagne, j'habitais à Nantes. Donc il faut venir à Paris parce que eux, leur siège social était à Paris. Et tu vas au tribunal de Nanterre. Tu vas au tribunal de Nanterre. Là, c'est pareil. Déjà, je m'étais dit, ouais, truc de ouf, je vais passer devant le juge et tout. Je m'étais imaginé le truc à l'américaine Ouais. avec le machin, le Et marteau. t'es représenté par un avocat ou pas? Alors tu peux Ok, ou tu peux ne pas l'être. Moi, j'ai décidé de pas l'être. d'accord. J'avais préparé mon dossier et tout. Mais là, ça a été folklorique. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé. Déjà, t'arrives, c'est pas du tout comme dans les films. Hein. C'est quoi? C'est dans un C'est dans un bureau. quoi, c'est ça, C'est ouais. dans un bureau, le mec qui te reçoit, il est en détente. Moi, j'avais un juge, il s'en battait les couilles, genre, mais vraiment royal. Il en avait rien à foutre, le mec. Il était en retraite quelques mois plus tard, il en avait rien à branler. Il faisait ses dossiers, hyper sympa. Et en fait, là, du coup, il faut que tu défendes pourquoi tu fais ton offre. Donc, moi, je l'ai acheté. C'était un terrain qui était à vendre. Alors, les chiffres, je te les donne, ceux que je me souviens, mais ceux que je me souviens pas très bien, je vais arrondir. Hein. C'est plus une histoire d'ordre Mais de grandeur. de on est mémoire, pas à il- 10 000 € près, quoi. Il était à vendre à. Pas dire de conneries, mais je crois qu'il était à vendre. Je sais plus si c'était 180 ou 260 000. Mais tu vois, c'est plutôt une grosse fourchette. assez On va dire large, mais 180. ouais. Ok. On va dire 180. Il était à vendre à 180. Juste une petite parenthèse, du coup, cette opération, tu l'amènes tout seul, tu l'amènes avec ton père, Tout seul. tu l'amènes avec un associé. Tout Ok, seul. Tout seul. J'ai Ok. acheté tout seul. Ok. Donc moi, j'avais du cash parce que j'avais fait des opérations avant. Mm. Et donc, Ça, tu payes cash les 180 000. voilà. Alors, c'était à vendre à 180 000. J'ai pas dit que je l'avais acheté à 180 000.
Et donc, c'était à vendre à 180 000. Moi, je fais une offre à 70 000 euros sur le projet. Et le mec c'était un copain, il m'appelle et il me dit écoute Amaury, je suis désolé, je suis obligé de te mettre des frais sur la transaction parce qu'il travaillait dans un office notarial, c'était un notaire qui avait ça. Et du coup, je lui dis c'est combien? Il me dit 4 000. Je lui dis c'est pas grave, tu prends mon offre et tu retires tes frais. Donc tu fais une offre à 66 000. Donc ce que je fais, c'est pour ça que j'explique l'offre. Et alors ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que 66 000 finalement, c'est un beau chiffre parce que le terrain fait quasiment 20 000 mètres carrés, un tout petit peu moins, et en gros ça fait 3 euros du mètre carré. Donc c'était pas cher pour un terrain constructible. Dans une ville, je peux la dire, hein, ça s'appelle Pontivy. Donc c'est en centre-Bretagne, c'est une petite ville, je crois qu'il y a 17 000 habitants, tu vois. Okay. Donc je me positionne sur cette opération, je vais voir le juge, je négocie, l'offre passe. Le juge dit ok, je sais que je vous le vends pas cher, mais de toute façon il faut qu'on liquide cette boîte. Ils avaient des dettes, je sais plus combien, et puis je préfère pas le dire, je sais pas si c'est secret ou pas. Bon, maintenant c'était il y a 3-4 ans, mais toi tu avais l'information en amont pour pouvoir faire cette négociation là? Non, je l'ai su sur le. Non, c'est le juge qui a dit ça en mode un peu saulé, il a refermé le dossier, okay. Il a dit allez, de toute façon, on s'en branle, ils auront tant de dettes et puis roule au moins on clôture le dossier. En gros, c'était ça. En tout cas, génial l'état d'esprit de. Ouais, puis le juge. Et puis c'est pareil, moi je m'étais dit ça allait durer 2 heures, je m'étais préparé au combat, quoi. Ouais. Que là, ça a duré 5 minutes. Hein. Ouais. Vraiment. Encore un bel exemple, comme quoi il faut oser négocier, oser demander ce qu'on a envie de mettre sur la table. Et, pas... et ce qui est intéressant en plus, c'est que, en fait. Pas de sentiment, quoi. Il y avait un avocat en face, parce que le fondateur de la boîte n'était pas dispo. Enfin, il n'est pas venu, je pense qu'il s'en foutait un peu. Et l'avocat, en fait, il connaissait pas le dossier. En fait, tu te rends compte que les mecs, ils le préparent tant bien que mal. Mais il a dû mettre 1 ou 2 heures à le préparer, et il l'a fait avant, et il connaissait pas le truc, et il était pas venu sur place. Et en immobilier, ça fait toute la différence. Le mec, il sortait des arguments, moi je contre-argumentais direct. Genre, il disait des trucs, et bam. Et en fait, il disait de la merde parce qu'il savait pas ce qu'il y avait autour du bien. Parce qu'il est jamais allé à Pontivy, il était à Nanterre, et voilà quoi. Et en fait, le juge, il disait bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il a raison. Et donc voilà, et donc ça s'est fait, c'était assez marrant. Malheureusement, je peux plus te donner les détails parce que c'était à 3-4 ans, donc je me souviens plus exactement. Ok, donc du coup, là, tu achètes le terrain. Voilà, je deviens. Alors, pareil, entre le moment où tu as l'offre, j'ai dû faire l'offre en mai, et je suis devenu propriétaire en mars. Non, l'offre est passée en février-mars de l'année d'après. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est les jugements, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Les jugements, le temps d'être convoqué devant le juge, etc. Le jugement qui est ordonné, que ça soit validé. Donc là, tu deviens propriétaire. Et là, tu vas voir la banque pour lever cette dette-là ou Non, là, j'achète cash. Là, j'achète cash. Donc en gros, ça a dû me coûter 80 000 euros avec les frais de notaire, plus les frais de transaction. 78, je crois. Donc voilà, j'achète le terrain. Et là, du coup, commence pareil, notre situation. Alors il faut se remettre en contexte. Hein. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Quand je l'ai acheté, j'avais 22. Donc je vais voir des mecs qui ont 40 ans, 40, 50 ans et qui sont géomètres. Okay. Donc là, c'est pareil, t'arrives. Et puis alors là, et là, tu rentres vraiment dans un écosystème. C'est pour ça que je te dis, c'est un autre monde. Là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Genre, l'investissement locatif, tu veux apprendre, tu vas sur Internet, tu as des vidéos YouTube, etc., machin. Là, c'est la guerre. Les mecs, personne ne veut t'aider. Genre, moi, j'ai appelé des aménageurs, des recommandations, etc., machin. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Enfin, voilà. Bah non. Parce que la stratégie, c'est quoi, en fait? C'est de découper le terrain, de créer des parcelles. Ouais. Et de faire venir l'électricité et l'eau, les viabiliser. Et les égouts. Ouais, viabiliser, exactement. Et après, tu le vends à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Toi, tu t'occupes pas de la construction, quoi. Alors moi, au départ, je voulais construire. Ouais. Je voulais construire et revendre. Et en fait, et si tu veux, l'opération tenait plus que la route. D'ailleurs, au départ, alors je saute quelques étapes, mais le premier permis d'aménager, quand il a été prévalidé au départ, on avait fait 28 lots au départ, et sur les 28, en 2 semaines, j'en avais vendu 26. Trop bien. Donc, si tu veux, ça s'était vendu très vite, en fait. Ouais. L'opération tenait la route. C'était pas ubuesque, c'était pas utopique. Il y avait vraiment, une traction sur le projet. Ça tenait la route, quoi. 26 sur 28. On n'avait pas vendu les 2 derniers parce que je crois qu'ils étaient un peu enclavés, ils allaient être plus. Mais bon, c'était largement rentable, etc. C'était cool. Okay. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ce premier permis d'aménager, déjà, je trouve le géomètre. Ouais. Mais en fait, toute cette histoire est folklorique et c'est pour ça que c'est... Enfin, a posteriori, ça va, mais c'est vrai que ça a été vraiment une très grosse opération marketing, mais probablement l'opération la plus difficile en immobilier que j'ai fait, et de loin. Et pourtant, les montants sont pas si élevés que ça. Mais vraiment éprouvant mentalement, parce qu'en plus, ça te pompe de l'argent. Genre, taxe foncière, t'es à 4 500 balles par an.
entretien du terrain, tous les 6 mois, il faut que tu mettes 5000 balles pour que quelqu'un t'entretienne le terrain. Quand tu dis entretenir, soit fauché. Bah ouais, parce que en fait, les arbres, ça pousse de partout. Et vu que tu as les câbles électriques autour, et du coup, ça te coûte une fortune. Enfin, en fait, tous les mois, tu as 1000 balles qui sautent juste pour l'entretien de ce terrain. Et tu peux rien faire. Plus le permis d'aménager. Le permis d'aménager, moi, ça coûte, et j'ai négocié, ça coûte 55 000 balles. Juste un permis d'aménager. Mais ouais, en fait, c'est des sommes qui sont tout de suite. Et tout ça, j'ai financé sur fonds propres. Et si tu veux, moi, ça m'a mis dans une situation qui n'était pas simple. Parce que cette opération, elle était trop grosse par rapport aux moyens financiers que j'avais à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je rencontre un premier géomètre. Sauf que le géomètre, il me dit, ouais, t'inquiète, la viabilisation, il y en aura pour 150 000 balles. Parce qu'à l'époque, France Terre avait déjà viabilisé le terrain. Finalement, quelques mois plus tard, ils m'ont dit, bon, en fait, il y en aura pour 400 000. Et arrivé là, le mec, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il revend ses parts de la boîte parce qu'il avait une autre boîte à côté. Et en fait, moi, il m'avait vendu le truc pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter le prix de vente à la personne qui allait racheter. Et sauf qu'en fait, j'apprends qu'il y en aura pour 750 000 euros de travaux, tu vois. Donc, après, c'est pas grave, c'est des apprentissages et c'est OK. Mais c'est juste que moi, l'opération, du coup, là où tu as 150 000 euros de travaux et que tu revends 1,3 million, bah, tu fais le calcul de la marge. Tu vois, je t'ai dit combien je l'ai acheté. Forcément, tu te dis, OK, je vais prendre 1 million sur l'opération. Puis en fait, au fur et à mesure, ça descend. Permis d'aménager qui n'est pas accepté parce que, du coup, tu apprends des choses aussi en faisant ça. Dossier loi sur l'eau. Dossier loi sur l'eau qui t'oblige à respecter certaines choses. Le géomètre n'avait pas vu ça, moi non plus. Mais bon, pas de regret parce que j'étais pas professionnel, j'ai voulu tenter une opération, tant pis pour moi, tu vois, j'ai testé un truc. Et puis tout connaître, c'est trop compliqué. Enfin, là, pour le coup, c'est un vrai job. Un permis de construire, si tu veux t'amuser à le faire, tu peux tenter. Permis d'aménager, je peux te montrer le truc. C'est un dossier comme ça, c'est énorme. Et du coup, en fait, le dossier loi sur l'eau nous dit il y a des arbres autour du terrain, ils sont protégés. Nous, ce qu'on avait fait, en fait, ce qui coûte le plus cher dans la création d'un lotissement, c'est la voirie. C'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de minimiser la voirie dans la création de ton... Donc, la voirie, c'est vraiment, on fait venir une route. C'est la route, va venir desservir, en fait, exactement. les parcelles, quoi. Tu crées la route. Et donc, du coup, en fait, les voiries extérieures, on a voulu les utiliser pour pouvoir rentrer à l'intérieur du lotissement et créer un minimum de voirie. Sauf qu'ils nous ont dit non, les arbres sont protégés. Pas possible. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de redessiner tout le projet et donc tu repars pour 6 mois, 6 mois d'instruction. Sauf qu'entre-temps, le gars, Edouard, je peux le dire, parce que pour le coup, lui, il m'a pas aidé du tout. Le géomètre, du coup. Comment? Le géomètre, ouais. Edouard, je sais plus, je crois, Edouard Guermont, il s'appelle. Je l'ai recroisé dans le métro il y a 2 semaines. Je te jure, hasard de dingue. Le mec, je sors du métro, il me dit, ah, Maury. Et je dis, ouais, Edouard, ouais. Je dis, il me dit, ça va? Je dis, tu m'as fait pas cool, mec. Blanche, pas cool, mec. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, je lui explique l'opération. Et je lui dis, j'ai été en contact avec d'autres de tes clients. A priori, t'as fait foirer. Enfin, il y a pas mal de gens qui t'en veulent, quoi. Parce que le mec, il a laissé tout le monde sur le carreau et en fait, il a promis des choses et c'était intenable. Il a fait ça pour pouvoir mieux vendre son entreprise, tu vois. Donc, après, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et en plus, moi, ce qui m'a foutu dans la sauce, pour tout te dire, c'est que, en fait, le permis d'aménager, donc à 55 000 balles, moi, je m'étais arrangé avec Edouard à l'époque et je lui avais dit, écoute, moi, j'ai pas forcément les ressources pour pouvoir payer le permis d'aménager. Donc, ce que je te propose, c'est de le payer au moment où les terrains seront vendus. Et lui m'a dit, ok, t'es jeune, tu te lances, on va faire plusieurs opérations ensemble, machin. Okay. Serre la main. Ouais. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Ouais. Pierre, le nouveau repreneur, reprend la boîte. Il vient te chercher. M'appelle, il me dit, Amaury, tu dois 55 000 balles. Attends, c'était le deal que j'avais avec Edouard. T'as un écrit? Non. J'ai pas de contrat, quoi. Ouais. Bon, si tu payes pas, dans 2 semaines, je t'envoie les huissiers. Ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais vraiment. C'est la guerre. Vraiment, c'est la guerre. Et comment tu sors alors de cette opération? Parce que... du coup, moi, je dis à Edouard, écoute, tu vas pas me laisser 2 semaines, tu vas me laisser 3 mois. Parce qu'il faut que je sorte 55 000 euros. Donc, j'ai revendu un bien que j'avais. Okay. On a fait une plus-value. Ça m'a permis de l'injecter, de payer le permis d'aménager. Et donc, on finalise l'opération. Moi, je finalise les paiements que j'ai à leur donner. Et puis, moi, j'ai voulu aller au bout, tu vois, par ego, parce que j'avais beaucoup communiqué sur les réseaux, etc. Ouais. Et puis à un moment donné, il y a la raison aussi qui l'emporte et il faut être pragmatique. L'opération, moi, je pouvais plus la porter. Là où la banque m'avait dit initialement, pas de problème, on vous suit, finalement, les conditions financières sont plus du tout les mêmes. Je me rends compte que l'opération, c'est pas juste viabiliser un terrain,
Évidemment, quand tu te lances là-dedans, comme quand tu fais un projet d'investissement locatif, ça va le faire, c'est quelques travaux. Ouais. Mais en fait, tu grattes le mur et tu te rends compte que tout est, il faut tout refaire. Bah là, c'est pareil, mais fois 1000. C'est vraiment une opération gigantesque. Mais c'est pas grave, j'ai appris plein de choses. Et en fait, soit il fallait faire que ça, il aurait fallu que j'en fasse mon métier, soit, et moi, ça m'animait peut-être un peu moins. Et donc voilà. Et donc après, j'ai décidé de mettre en vente le projet. Et donc, j'ai trouvé assez vite un acquéreur qui s'appelle Next City, une petite PME. Donc là, c'est en cours de vente, c'est ça? Et là, c'est en cours. Et alors là, on est en discussion justement avec la mairie, qui nous a refusé 2 fois ce qu'on lui a proposé. Pour des raisons que malheureusement je ne peux pas divulguer à la caméra, puisque ce n'est pas fait. Tu es capable de nous dire si tu vas retomber sur tes pieds ou... Ouais, alors je suis capable de te dire, et d'ailleurs je vais même te donner les chiffres. C'est en train d'évoluer, mais en gros, j'avais une première offre, pas dire de conneries, mais je crois que c'est à 220 000. Donc je m'en sortais parce que moi, en gros, j'ai mis, si tu fais les calculs, j'ai dû mettre 120 000, quoi, tu vois. 120 000, 130 000. Donc 220 000, je m'en sortais. Premier projet refusé par la mairie. Second projet, évolution du permis d'aménager. Donc évolution de l'offre, parce que eux, moins de rendement pour eux, pour Next City, 180 000. Et puis refus de la mairie. Donc dernière chance qu'on tente avec une offre à 130 000. Donc moi, je suis à peine à l'équilibre. C'est ça. Et là, c'est en cours. Donc j'ai pas la réponse à te donner. Et finalement, je l'ai eu au téléphone. Et en fait, il y a peut-être des solutions. Parce qu'en gros, là, je sais pas si t'as vu, bon, alors il y a eu la motion de censure hier du gouvernement. Donc en ce moment, je me dis, mais ce terrain, je ne vais jamais m'en sortir. Genre. Parce qu'en fait, c'est terrible, mais cette motion de censure, elle m'impacte directement parce que il devait être voté dans la réforme de la loi de finances un sujet sur le prêt à taux zéro. Et le prêt à taux zéro, ça favorise les constructions, puisque du coup, il y a des jeunes actifs qui se positionnent sur ce type d'actifs. Sauf que là, vu qu'ils ont décidé de mettre leur motion de censure là, et ben du coup, on se retrouve dans une situation où ça prolonge. Alors, ils vont voter la loi de finances. On va pas ne pas avoir de projet de loi de finances pour l'année prochaine. Mais du coup, ça retarde. Et donc, moi, sans ça, s'il n'y a pas de prêt à taux zéro, ça retarde aussi le projet. Mais bon, en gros, pour te donner une fourchette, l'offre qui se dessine, si ça va au bout dans cette situation, ce serait entre 150 et 200. En gros, ils m'ont dit qu'on reviendrait à la deuxième offre à 180. Grosso modo, tu devrais un petit peu t'y retrouver, mais c'est quand même un projet que tu as mené depuis 2021, donc ça fait 3 ans, voire plus que tu le traînes, plus la charge mentale et tout ça, quoi. Ouais, c'est très dur. Franchement, c'était le plus dur. C'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était le TOEIC. Mais pour rappel, le TOEIC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai, c'est une épreuve en anglais en QCM, compréhension. Il y a de l'écoute ou pas? Ouais, il y a de l'écoute. Un peu de grammaire, choses comme ça. Effectivement, c'est un QCM où on a 1h30 sur sa feuille. Mais moi, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je suis une chèvre en anglais. Alors, vraiment naze, quoi. Genre, au bac, en STMG, j'ai dû avoir 8 en anglais. Donc vraiment, j'étais pas bon du tout. En classe préparatoire, je suis parti une première fois en Angleterre. Et ce qui est marrant, c'est que je commence à être vieux, toute proportion gardée, mais j'ai grandi. Et du coup, c'est marrant, j'ai des histoires maintenant qui datent d'il y a longtemps. Mais du coup, quand j'étais en classe préparatoire, je suis parti en Angleterre. J'ai une dame qui s'appelle Wendy, adorable, femme extraordinaire. Et en fait, alors de base, j'étais parti dans un temple bouddhiste faire un échange. Et du coup, j'avais progressé pas mal en anglais, mais c'était pas suffisant. Et en fait, moi, ça m'a grave angoissé d'avoir les 850 points. Je savais, avant d'aller au Audencia, mais même dans n'importe quelle école, je savais que ça allait être vraiment un gros problème pour moi. Et du coup, la fameuse question, t'es passé combien de fois à l'épreuve? Pas tant que ça, je suis passé 3 fois, je crois. Ah ouais? Ok, je pensais que tu tentais ta chance tous les mois, quoi. Non. Toutes les 2 semaines. Non, parce que j'étais assez réaliste sur mon niveau. Parce que j'étais vraiment loin, même quand je l'ai tenté. Genre la deuxième fois avant de l'avoir, là, la dernière fois, j'ai eu 910. Donc comme ça, donc c'était cool. Mais par contre, la deuxième fois, j'ai eu 690. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin d'année dernière, avec mes associés, on décide de se séparer. J'avais créé une structure en 2020 qui s'appelle Rentimo, qui était une agence immobilière dans l'investissement immobilier. Et avec mes associés, on décide de ne pas continuer ensemble. Donc moi, je me retrouve dans la situation où j'ai mon terrain qui me coûte de l'argent. C'était le down. Attends, mais t'as 26 ans, j'ai l'impression que t'as eu 50 000 expériences complètement différentes dans le business de l'investissement, du moins dans l'immobilier de manière générale. Et c'est vrai que c'est dingue. C'est vrai qu'en répondant là aux questions, je me rends compte qu'il s'est passé pas mal de choses.
Parce qu'en fait, quand il y a un vrai problème, en fait, je me mets dans des situations où il faut vraiment que je trouve une solution. Moi, pendant un an, j'ai pris des cours 2 heures par jour. Pas un an, j'exagère, mais pendant un moment, j'ai pris des cours 2 heures par jour avec un truc de TOEIC. Mais en plus, c'était une arnaque pas possible. Parce qu'en fait. C'est un vrai business, ce truc-là. Non, mais c'est une arnaque, mais sans nom. C'est-à-dire que, en fait, ils te vendent le truc, t'es en détresse totale. Parce que sinon, t'as pas ton diplôme, machin. L'école, en vrai, ils s'en branlent un peu. Ils te donnent pas vraiment de solution. Ils te donnent le bouquin du TOEIC, ils te disent, vas-y, progresse avec ça. Ouais. Amuse-toi. Hein. Mais toi, c'est juste pour avoir le diplôme. Parce que finalement, derrière, tu n'as jamais travaillé, on va dire, classiquement. Tu n'as jamais postulé dans une entreprise, une société. J'ai été 4 mois en alternance pendant Audencia. Et après, j'ai quitté l'alternance et j'ai dit, je préfère payer l'école et je développe mon truc. Okay. Mais en fait, alors, ça sert à plusieurs choses, le diplôme. Déjà, à se faire du bien mentalement, d'aller au bout de quelque chose. Bien sûr. Parce que si tu termines pas, je trouve qu'il y a un peu une frustration de se dire, je suis pas allé au bout. Et moi, j'aime bien aller au bout des choses quand même. Donc, tu vois, c'est ce que mon père me disait. Il avait raison. Il m'a dit, tu sais, je t'ai poussé aussi à aller en Angleterre, à retourner en Angleterre, parce qu'il fallait... genre, pour remettre le contexte, parce que c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que chez Rentimo, on est monté à 24 personnes, alors c'était des indépendants, etc. Donc, show-off sur les réseaux sociaux, tu vois, machin, t'es content, tu sors de l'école, machin, tu fais ton lotissement, tu vas faire 30 là, machin. Terminé, bonsoir. En plus, quand tout le monde te lâche d'un coup. Parce que Rentimo, du coup, en 2 mots, c'est quoi? C'est de l'investissement clé en main? Ouais, c'est ça, c'était une boîte d'investissement clé en main. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un client qui vient vers toi en disant, je veux investir en immobilier, j'y connais rien. Alors, et j'ai pas le temps, et du coup, c'est toi qui crée le projet pour lui? Ouais, c'était plus une agence immobilière. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on n'a pas forcément continué avec les gars. C'est que eux voulaient faire une agence un peu plus classique et pas que du clé en main. Okay. Genre des transacts RP, résidence principale, etc. Et moi, je voulais faire que de l'investissement. Le reste, ça m'intéressait pas. Clé en main. Exactement. Et du coup, moi, je me retrouve fin novembre l'année dernière. Donc, il y a un an, quasiment jour pour jour. Hein. J'ai regardé, je crois que c'était le 22 novembre. Ou le 25, je sais. 22 novembre. J'envoie un message à Wendy. Ça faisait 6 ans que je l'avais pas vue. Elle me souhaitait mon anniversaire tous les ans. Wendy dit comme ça. Wendy, elle a 66 ans. Hein. Donc, tu vois, pour elle, elle se considère un peu comme ma mère en Angleterre. Tu vois. Wendy, c'est la personne que j'ai rencontrée quand je suis allé en Angleterre la première année entre les 2 années de classe préparatoire. Okay. En fait, je voulais absolument progresser en anglais. Donc, je suis parti dans un temple bouddhiste parce que c'était gratos et c'était en mode, tu sais, tu bosses et en échange, ils te logent et ils te nourrissent. J'avais pas d'oseille et du coup, c'est très bien. Et en fait, moi, je me suis rendu compte au bout de 3 semaines que je me faisais exploiter et que ça me convenait pas. Du coup, je suis allé dans le centre de la ville où j'étais. C'est Ulverstone en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre. C'est 10 000 habitants, une petite ville. Et je suis allé postuler à tous les trucs. J'ai imprimé un CV, j'ai postulé partout. Et tu sais pourquoi ils m'ont recruté? Ça, c'est génial. En fait, elle m'a dit, quand ils m'ont recruté, elle m'a dit, mais Amaury, on savait que tu parlais pas anglais. On voyait bien que on comprenait pas ce que tu disais. Mais en fait, le truc, c'est que tu étais souriant. Et la plupart du temps, les gens, ils viennent dans un bar et ils sont pas. Et toi, t'avais le sourire tout le temps. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, mais on pouvait pas te laisser, tu vois, sur le truc. Et il y avait un autre truc aussi où j'ai eu du bol, c'est que c'était un bar à vin. Et du coup, en étant français, ça faisait stylé, tu vois. Je veux dire, what wine would you like? C'est marrant parce que Dorine aussi a eu une expérience dans un pub un peu bistrot de Londres. Okay. Elle est partie pendant plusieurs mois, effectivement, pour aller perfectionner en anglais. Okay. Ouais. Et du coup, je suis allé dans ce bar-là et du coup, avec Wendy, on s'est très bien entendu, mais on s'est pas revu. Je suis juste revenu quelques semaines l'année d'après. Et donc, du coup, le TOEIC, donc ça, c'est bon, c'est fait. T'as ton diplôme. Ouais. Et du coup, si on revient sur les investissements immobiliers, donc il y a cette histoire de promotion. Ouais. D'aménagement, d'aménagement, pardon. Ouais. Et du coup, il y a cette stratégie immobilière, donc du coup que j'expliquais en introduction. Parlé, hein. Effectivement, donc je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour en parler parce que moi, c'est un domaine que je maîtrise pas, que je connais pas. Donc, si tu peux nous expliquer bien sûr. Ce que tu as mis en place. Alors, en fait, comme on l'a dit, j'ai testé plein de choses. Ouais. Fait de l'achat-revente, j'ai fait de la construction, de l'aménagement, du locatif. J'ai acheté des biens qui valaient que dalle, d'autres biens qui avaient une valeur plus importante. J'ai eu des locataires, personnes physiques, j'ai eu le local commercial, j'ai testé Visal. Enfin, en vrai, j'ai testé beaucoup de choses. Et pas de manière consciente, hein. C'est juste que le chemin de l'immobilier a fait que j'étais opportuniste et je prenais ce qui me semblait être intéressant. Et en fait, la réflexion, elle a été très simple. C'est de me dire, et parce que aussi en parallèle, du coup, donc la boîte de clé en main, je l'avais lancée au départ, puisque je l'avais lancée avec une autre associée au départ, la structure en 2020.
En fait, l'idée était assez simple, c'était de se dire, je m'associe avec plein de monde pour acheter de l'immobilier. Et mon père, à un moment donné, il m'a dit, Maurice, c'est bien sympa de t'associer avec tout le monde, mais réfléchis à créer une structure où tu prends des fees sur la transaction et tu accompagnes des gens à investir. Donc c'est pour ça que j'ai monté ça au départ. Ok. Et puis en fait, au fur et à mesure de faire des opérations pour des investisseurs, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points où dans l'investissement, c'était imparfait et pour l'investisseur, c'était aussi imparfait. Un investisseur, quand il se positionne et qu'il débute, il a peur de ne pas louer le logement. Il va te dire, ah bah ouais, mais si je trouve pas de locataire. Il a peur d'avoir des dégradations du logement. Il va se dire, ah bah ouais, mais si je tombe sur un cassos, machin. Il a peur de ne pas être payé. Et donc il y a tous ces sujets-là. Et de l'autre côté, tu as de l'habitation de manière classique où tu vas avoir en effet certaines contraintes qui peuvent être palliées avec notamment un dispositif Visal que je trouve qui est pour le coup très bien, qui marche très bien. Mais tu peux avoir un logement en effet où tu peux avoir des dégradations. Bon, globalement, moi, j'en ai pas eu des grosses. Enfin, je sais pas toi si tu as eu des expériences comme ça, mais moi, non, rien de méchant. Peut-être juste une petite parenthèse sur Visal. Du coup, c'est on fait mention de la garantie Visal. Ouais. Donc, ça permet en fait à un locataire de pas avoir besoin d'avoir un garant. Ouais. Et en fait, c'est l'État qui se porte garant finalement du locataire jusqu'à un certain montant selon le profil de la personne. Ouais. Et après, je maîtrise pas tout à fait les règles, mais c'est jusqu'à un certain âge. Ouais. Et selon les ressources aussi, quoi. Ouais, alors ils sont assez flexibles, je crois, là-dessus, et ça évolue de plus en plus. Mais à une époque, ça devait être 30 ou 35 ans. Ouais. Mais bon, globalement. C'est assez simple à faire. Ouais, en 3 clics, tu remplis un formulaire sur Internet, on te dit, tu as le droit de louer un appartement jusqu'à, je sais pas, X euros. Ouais. Et tu fournis ça au propriétaire. Et puis nous, en tant que propriétaire bailleur, ça nous permet d'avoir une garantie assez. Et ça marche hyper bien parce que moi, j'ai dû l'actionner. Okay. Oui, dans mon esprit de vouloir tout tester, évidemment, je passais vers là. et donc, je l'ai actionné et je peux. Pour le coup, autant en motion de censure, etc., il y a des choses, c'est vraiment relou ce qui se passe en ce moment. Et même depuis un moment, c'est chiant la manière dont c'est fait. Mais par contre, ce dispositif Visal, il faut le dire quand c'est bien, et c'est vraiment bien. Okay. Moi, j'ai été payé rubis sur l'ongle, c'est l'État qui prend le relais, c'est eux qui expulsent le locataire. Franchement, j'ai pas du tout eu à me plaindre. J'ai dû l'actionner une fois, ça s'est très très bien passé. Donc je suis très content. Et j'ai une gestionnaire à qui j'ai parlé de ce sujet-là, qui l'a mis en place. Je crois qu'elle l'a actionné plusieurs fois et ça s'est très bien passé à chaque fois. Donc je recommande vivement ce dispositif. Et c'est gratuit, hein. Ça coûte 0 € pour le propriétaire, c'est financé par l'État. Donc, ok, très bien. Bon retour d'expérience. Du coup, on revient sur. Et donc, fort de cette réflexion, je me suis. Et puis, il y a aussi un autre sujet, c'est que quand tu commences l'immobilier, tu fais de l'habitation la plupart du temps. Parce que c'est facile, tu as déjà loué un logement, tu connais quelqu'un qui a déjà loué un logement. Et donc, tu fais ça. Et les gens, les argentiers, pour reprendre un terme utilisé parfois, les gens qui possèdent des richesses aujourd'hui en France et dans le monde, se positionnent majoritairement sur l'immobilier d'entreprise. Donc, immobilier d'entreprise, c'est quoi? Immobilier commercial, immobilier tertiaire, immobilier de bureau et entrepôt. Et donc, je me suis dit, s'ils font ça, c'est pas un hasard. Et donc, je me suis renseigné sur le sujet. Maintenant que j'ai dit ça, la problématique que je vois sur cette activité-là, sur l'immobilier d'entreprise, c'est l'évolution de la société. Une digitalisation de plus en plus forte, et je pense qu'il va continuer dans le temps. Je dis pas qu'il y aura plus de commerce, je dis juste qu'il y aura une transformation de cette activité de plus en plus. Là où avant, tu as besoin absolument d'un commerce pour lancer un business, aujourd'hui, tu peux le lancer en ligne, ensuite avoir un commerce, mais du coup, tu vas pas prendre ton commerce à n'importe quel prix. Parce que même si tu as de la visibilité, tu sais que ta visibilité, elle peut venir d'ailleurs. Ouais. Un restaurant, là où peut-être il devait être sur une place centrale avant, maintenant, ça marche beaucoup aux avis Google. Exactement. Donc en fait, tu as pas mal de changements qui se font comme ça et qui vont se faire dans le temps et qui prennent du temps. Le changement le plus marquant en immobilier d'entreprise, c'est évidemment le bureau. Et j'avais ce discours avant le Covid, je tiens à le préciser. Mais le bureau, évidemment, c'est particulièrement marquant. Notamment les tours à la Défense, mais pas que. On a beaucoup de bureaux et je pense qu'on est encore qu'au début sur ce sujet-là, où tu as des évolutions de marché très importantes, notamment sur la SCPI. Pouvoir les citer, parce que j'ai des copains qui sont conseillers en gestion de patrimoine chez Primonial. La SCPI de Primonial, avec les frais, si je ne dis pas de bêtises sur ce sujet-là, a fait... alors, il faudrait vérifier, mais c'est de cet ordre-là, c'est moins 50% sur la valorisation des parts, avec les coûts d'entrée. Donc, je crois que c'est moins 40%, et les coûts d'entrée, c'est 9%, ce qui sont équivalents à peu près aux frais de notaire, si je dis pas de bêtises. Okay. J'investis pas en SCPI, donc j'ai pas l'info exacte, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et d'ailleurs, Primonial, si je dis pas de bêtises aussi, ont été rachetés par un autre groupe. Donc en fait, c'est un exemple d'évolution de marché
Alors j'imagine qu'ils sont pas débiles, au bout d'un moment ils vont transformer les bureaux en habitation, mais ça va prendre du temps et donc on a des besoins, on a des forts besoins d'un côté, des besoins qui sont différents de l'autre, et donc on s'est dit quand on fait de l'habitation on a des limites. T'es sur un bail de loi de 89, le propriétaire est moins protégé que le locataire, t'as des dispositifs comme Visal mais tu peux pas tout le temps mettre ce dispositif en place. Une grosse partie du temps, tu peux quand même le faire, mais pas tout le temps. Et en plus, c'est pas forcément rassurant pour les gens. Quand tu as quelqu'un qui débute dans l'investissement, comprendre entre la fiscalité, le meublé, il veut faire du clé en main, donc il a pas envie de s'en occuper. Donc tu l'as, en gros, tu l'as une demi-heure, 1 heure en visio, hein, pas plus quand tu le vois. Et en même temps, il doit comprendre qu'il doit aller sur son logement, etc. Fallait qu'on ait un package qui puisse être facilement compréhensible et qui puisse intéresser les investisseurs. Et en plus, avoir un rendement supérieur. Puisque finalement, ce qu'on fait, ça s'apparente à de l'investissement en colocation, en quelque sorte. Mais sauf qu'on a un locataire au lieu d'avoir plusieurs locataires. Puisque c'est l'entreprise qui prend un bail. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait le choix de faire. On a fait le choix, du coup, de choisir de faire l'habitation, du résidentiel, loué à des personnes morales. Alors, je dis personnes morales parce qu'on ne loue pas que à des entreprises. On peut louer aussi à des organismes publics qui vont prendre le logement. Mairie, gendarmerie, association, et qui vont se positionner sur le logement pour pouvoir le louer et après louer à d'autres personnes. Mais votre locataire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est soit une entreprise, soit un organisme public financé par l'État. Ok, donc si je résume, c'est t'achètes un immeuble. Ouais, une maison, un immeuble, un appartement, peu importe. Peu importe. Du coup, tu vas trouver une entreprise ou un organisme de la fonction publique. Qui va te louer finalement l'ensemble du bâtiment ou de l'appartement. Exactement. Et toi, derrière, tu ne sais pas quelles personnes vont venir habiter. Puis toi, ce que tu fais, c'est que tu mets à disposition ça à la société ou à l'organisme et ça te fournit en échange un loyer. Exactement. Exactement. Ça t'évite d'avoir du turnover. La responsabilité de l'aménagement intérieur, ce que tu ne peux pas faire sur un bail de loi de 89, sur l'habitation, c'est confier la responsabilité de l'aménagement intérieur au locataire. Ça, tu peux le faire sur un bail civil ou un bail commercial. Du coup, toi, t'as quoi? T'as un bail civil ou un bail commercial? Ça dépend. Ça dépend des locataires. Ça dépend des négociations qu'on peut avoir. Mais tu as la responsabilité de l'aménagement intérieur. En gros, ce qui va vraiment distinguer le bail civil de la bail commercial, pour que les gens comprennent, c'est que le bail civil, l'engagement sur le long terme sera moins important et moins marqué dans le marbre que sur un bail commercial. Sinon, fondamentalement, on peut mettre à peu près la même chose. On est libre de pouvoir mettre les clauses comme on veut dans ces baux-là. Grosso modo, Grosso modo. Sur le bail commercial, on est un peu plus contraint que sur le bail civil. Par contre, l'avantage du bail commercial, c'est qu'on peut faire du ferme, genre on fait ce qu'on appelle un 3-6-9, c'est-à-dire que tu t'engages sur 3 ans minimum, tu peux faire un 6-9-10, engagé sur 6 ans minimum, tu peux faire un 9 ans ferme, un 10 ans ferme, un 12 ans ferme. Enfin voilà, il y a ces possibilités. Et donc ça veut dire quoi? Un 12 ans ferme, par exemple, ça veut dire que votre locataire s'engage à rester minimum 12 ans dans votre logement. Donc, ce qui est plutôt cool. Si tu as un bien qui a un rendement plutôt cool, normalement. Et tu peux augmenter tes loyers tous les 3 ans, c'est ça? Alors non, tu peux l'augmenter tous les ans. Sur l'habitation, tu es sur l'indice IRL, merci. Et sur le bail civil, bail commercial, tu peux mettre sur l'indice ILC. Donc c'est l'indice des loyers commerciaux. Et donc c'est revalorisé tous les ans. Et en général, cet indice-là est revalorisé, je crois que c'est même tous les 6 mois, si je dis pas de bêtises. Il est revalorisé de manière plus importante que sur l'habitation. Pour la simple et bonne raison qu'on considère que c'est du commerce et donc du coup, notamment dans la continuité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État protège quasi systématiquement, contractuellement, la partie la plus faible dans un deal. Et donc, lorsque vous êtes propriétaire et que vous louez votre logement à une personne physique, vous êtes considéré comme la personne la plus forte. Lorsque vous êtes vendeur et que vous vendez votre bien à quelqu'un, vous êtes considéré comme la personne la plus forte. C'est pour ça que l'acheteur a plein de pouvoir. C'est pour ça que le locataire a plein de pouvoir. Lorsque vous faites un deal et que vous louez un bien, que ce soit un espace commercial ou un espace d'habitation, et que vous louez à une personne morale, l'État considère que vous êtes au même niveau. Parce que vous louez soit d'une personne physique à une personne morale, soit d'une personne morale à une personne morale. Mais du coup, l'État considère que vous êtes au même niveau l'un et l'autre. Et donc, contractuellement, vous pouvez noter des choses qui permettent d'être à un équilibre. Si vous trouvez un deal, évidemment. Et donc, tu as notamment la responsabilité de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire que le ballon d'eau chaude, par exemple, s'il pète, tu peux intégrer dans le bail, nous c'est ce qu'on fait, reprise par le locataire. Tu peux avoir la refacturation de la taxe foncière, tu peux avoir la refacturation de la charge des charges de copropriété. Finalement, comme un local commercial. Exactement, en fait, tout pareil. Le preneur est en charge des réparations qu'un propriétaire devrait prendre en charge dans le cadre d'une habitation classique. Et pareil pour le... La philosophie, c'est de se dire, l'habitation, c'est la résilience du marché.
on a un besoin primaire de se loger. De l'autre côté, on a un service qui, lui, permet d'avoir une relation équilibrée, l'immobilier d'entreprise, dans ce qu'on réalise. Et donc, on s'est dit, on va pas prendre l'un ou l'autre, on va faire les deux en même temps. On va prendre la résilience et la sécurité de l'habitation et utiliser les outils qu'on a en notre possession pour pouvoir faire de l'immobilier d'entreprise et avoir contractuellement une relation beaucoup plus équilibrée. Et comment ça se passe concrètement? Du coup, il y a un état des lieux au moment où tu signes le contrat de bail civil ou bail commercial. Ouais. Et après, il y a un état des lieux de sortie le jour où le contrat s'arrête. Ouais. Et en fait, il n'y a pas d'état des lieux entre potentiellement le locataire 1, le locataire 2, l'employé de l'entreprise ou un truc comme ça. Alors ça, c'est leur tambouille en interne. C'est exactement. Eux qui gèrent, si c'est quelqu'un qui reste pendant une année, exactement. Ou si ça change toutes les nuits. Ou... Exactement. Voilà, exactement. C'est eux, c'est un peu comme si, pour faire le parallèle, et nous on a notamment le cas là sur une structure, c'est comme si vous confiez votre boîte à une boîte, enfin pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu familiers à l'investissement immobilier, ce sera peut-être plus clair, c'est comme si vous confiez votre bien à une boîte de sous-location. C'est-à-dire que la sous-loc, elle va vous louer votre logement, c'est eux les locataires, et après si sur Airbnb, Booking, ils louent et que toutes les semaines ça change, ça change. Okay. Mais grosso modo, toi, ton locataire, c'est la boîte de sous-loc et c'est eux qui doivent entretenir et c'est leur responsabilité à eux. Okay. Si le locataire il vient et puis je sais pas moi, il pète le lustre ici pendant c'est à eux de le remplacer. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc je pense que c'est une bonne stratégie. En plus, ça nous permet de maximiser les loyers. Et ça nous permet de faire des rendements. Tu vois, on arrive à sortir des rendements avec des projets clés en main entre 8 et 10%. Et aujourd'hui, on est sur Saint-Nazaire, Nantes, Rennes et Paris. C'est pour ça que je suis venu vivre à Paris. Ok. Enfin, pas que, mais c'est aussi pour ça. Et donc, du coup, c'est que. Parce que tu me parlais aussi d'appartements, c'est ça? Vous avez aussi des appartements? Ouais, on a appartements, maisons et immeubles. Et en termes de copro, de règlement, tout ça, il n'y a pas de. Faut faire attention, quoi, j'imagine. Non, tu peux. Alors, a priori, tu as des clauses bourgeoises sur certains appartements dans Paris. Pas forcément que Paris, mais aussi dans d'autres villes, ouais. Alors. Moi, j'en ai discuté avec ma pote qui est notaire. Elle m'a dit qu'elle avait vu ça que sur des appartements à Paris. Elle n'a jamais vu ça en région. Et c'est rare. Et en général, c'est sur des appartements où c'est compliqué d'aller faire du rendement. Donc, c'est pas des appartements sur lesquels on se positionne. Donc non, on n'a pas eu le sujet. Tu peux pas interdire, en fait, de louer à une personne morale. Ouais. Enfin, c'est pas parce que c'est une société qui loue que tu peux interdire. Ouais. Tu peux avoir des réglementations où tu interdis la courte durée mais là, c'est de la longue durée. Oui, techniquement. T'as des organismes publics qui restent 15 ans dans un logement. Donc ça ne change rien, en fait. Tu peux pas. Et d'ailleurs, autre tips pour celles et ceux qui sont dans des villes, ça c'est un vrai tips que je vous donne. Pour celles et ceux qui sont dans des villes où les loyers sont plafonnés, vu que vous êtes sur un bail civil ou un bail commercial, vous n'avez pas de réglementation de loyer. C'est une manière de contourner, effectivement. Et ça vous permet de ne pas avoir de réglementation par rapport à l'habitation. Donc si vous faites une coloc et que vous dites ah putain. Les bâtards, ils nous ont, pardon, enfin, je dis des gros mots, j'espère que ça va pas, mais ils nous ont plafonné le loyer. Si vous arrivez à trouver un organisme public, ou si vous êtes sur une des villes que j'ai citées, vous pouvez nous contacter. Je suis là pour vendre la solution aussi, mais vous pouvez nous contacter et on pourra en discuter. Mais si vous n'êtes pas sur une des villes, vous pouvez aussi me contacter et moi, je pourrais vous donner quelques tips pour que vous puissiez rechercher par vous-même. Mais c'est une solution pour louer, notamment en coloc, et ne plus avoir d'emmerde. Et parce qu'on sait qu'une coloc, ça peut être, t'as du turnover, t'as de la dégradation qui peut être plus importante. Des nuisances, voilà. Ouais. Ça peut être une solution pour louer votre logement. Et donc du coup, comment tu fais pour aller trouver ces personnes morales, ces organismes? On démarche beaucoup. En fait, c'est là aussi où se crée la valeur de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que j'avais remarqué que sur une solution clé en main, souvent les gens ils avaient un peu de mal parce qu'ils se disaient mais je peux le faire par moi-même. Tu vois, c'était un peu ce sujet-là. Là, ils comprennent assez vite que en fait le temps qu'ils vont passer à chercher les personnes morales, c'est pas intéressant pour eux. Et il vaut mieux qu'ils passent par nous et qu'on s'occupe de tout pour eux, plutôt qu'ils s'embêtent à aller chercher à la mano. Parce que c'est beaucoup de démarchage, beaucoup de rencontres. Tu vois, comment je fais? Hier soir, j'étais à une soirée. Tout le monde se présente, tu sais, comme les soirées que tu peux faire. Sûr, et j'en fais plein. Et j'ai un OKR, donc un objectif à respecter, d'en faire 3 par semaine. Donc, tu vois. Et donc, l'enjeu, c'est je vais à la soirée, je présente. Et je dis, bah voilà, je recherche ça. Et bah là, il y a une dame qui a dit, ah bah moi, je travaille pour une association et on loge telle personne et on recherche des maisons en ce moment en Ile-de-France. Et voilà comment on fait. Ouais. Et en fait, bouche à oreille, tu rencontres. Et puis à force, tu crées ton réseau. Et puis, mais il y a une demande énorme. Ouais. Je pense que, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que aujourd'hui, l'État finance énormément de logements pour des organismes publics.
pour des fonctionnaires, pour des associations, notamment. Par exemple, c'est tout con, mais je sais pas si vous avez déjà posé la question, mais si tu t'es déjà posé la question, mais je parle à tout le monde en même temps. Mais les femmes battues, c'est terrible, mais quand elles sont battues, elles vont où? Il faut bien les loger quelque part. Les orphelins, il y a des foyers, mais des fois ils doivent aller ailleurs parce qu'il n'y a plus de place dans les foyers. Il y a les étudiants, pareil, on aide aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des situations de précarité importantes. Comment on les loge? En fait, il y a tout un tas de profils, évidemment, et ça semble logique, mais les réfugiés de guerre. En Ukraine, quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a des Ukrainiens qui sont arrivés en France. Il faut les loger quelque part. Et en fait, aujourd'hui, c'est des... J'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est des centaines de milliers de logements. En fait, quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai marché. Mais il est énorme. Moi, je vais te dire, il y a une association sur l'Île-de-France, une asso, hein, et c'est des centaines d'associations en Île-de-France. Hein. Et en France, je te laisse. Et on parle juste des assos. Hein. Je parle même pas gendarmerie et compagnie. Hein. Juste une asso, elle a 6000 logements en Île-de-France. Une association. Donc je te laisse imaginer la taille du truc. C'est gigantesque. Le marché est énorme. En fait, le marché est énorme. On a une boîte là avec qui on a commencé à travailler qui, eux, sont focalisés sur les organismes publics. Nous, on a commencé avec les entreprises au départ et aujourd'hui, on fait les deux en même temps. En 6 ans, alors, je pense qu'ils ont aussi récupéré des lots, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit à travers des organismes avec qui ils ont travaillé. En 6 ans, en gestion locative, ils sont passés de 0 à 6300 lots. C'est énorme. 6300 logements en gestion locative, c'est énorme. Pour que vous compreniez la valeur que ça a, tu sais comment ça se valorise ou pas un portefeuille de gestion? Non, mais vas-y, partage. Quand tu as une agence immobilière, en gros, tu as plusieurs manières de la valoriser. Un, sur la transaction. La transaction, ça vaut que dalle. Ça vaut entre 10 et 25% du chiffre d'affaires. Okay. Tu fais 1 million à l'année, ça vaut, on va dire, 150 à 200 000 euros, en gros. Et ensuite, tu peux avoir aussi l'activité de gestion locative. Parce que c'est le récurrent, en fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle le MRR ou le ARR, Mensual Recurring Revenue ou Annual Recurring Revenue. Ouais. Et c'est ce qui se valorise aujourd'hui sur les boîtes, et même avant. Et sincèrement, pour être entrepreneur, moi, je trouve que c'est génial d'avoir du recurring tous les mois, parce que c'est la guerre d'aller tous les mois chercher du nouveau business. On en parlera pour toi après, mais je crois que vous vendez des formations. C'est dur, parce que tous les mois, tu dois retourner à la guerre pour revendre des projets, etc. Alors que là, tu sais que tu as ta gestion locative, tous les mois, paf, tu fais ton plan, tu sais que tu as ça, tu fais ce qu'est ton truc, etc. Et donc, eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des logements comme ça, 6300 lots, juste un portefeuille, pour donner une idée, hein. Nous, on est en train de voir pour acheter un portefeuille, 144 lots seraient valorisés autour des 200 000 euros. Donc 6300 lots, je te laisse faire les calculs, s'ils sont autofinancés. Et donc, pour préciser, en gros, un portefeuille de gestion, ça se valorise entre 2 fois et demi le chiffre d'affaires annuel, hors taxe évidemment, jusqu'à 4 fois pour des gros portefeuilles. Ah, mais c'est intéressant cette stratégie, parce que nous, en fait, on l'a fait sans vraiment la faire. Ah ouais? Ouais, tout à fait, parce que du coup, on se retrouve dans des situations, des fois, où c'est le centre hospitalier qui nous dit, écoute, j'ai un interne, là, il faut que je le loge rapidement, vous avez un appartement, ouais, carrément. Du coup, on signe le bail avec l'hôpital. Ouais. Mais derrière, moi, je sais pas, j'ai besoin de rattacher le logement à une personne physique. Donc, du coup, on fait un état des lieux avec cette personne physique. Et du coup, on nomme cette personne physique que si jamais elle part, du coup, il y a un nouvel état des lieux et tout ça pour avoir cette maîtrise du parc. Okay. Et donc, du coup, l'interne, forcément, il va faire écho qu'il est bien, que l'appartement, il est vraiment sympa. Du coup, le centre hospitalier revient en disant, on a un deuxième interne. Ouais. Et voilà, du coup, on a quand même 2 internes aujourd'hui qui sont dans des appartements. Pour l'instant, on n'a encore pas fait l'histoire de roulement. Ouais. On va voir comment ça vient. On l'a eu avec une personne dans la fonction publique qui était mutée donc, à Metz depuis Paris pour venir la semaine. Et c'est pareil, le bail était au nom du conseil départemental et en tant que directeur de cabinet. Du coup, on le fait indirectement sans maîtriser un petit peu les choses. Mais par contre, du coup, moi, ça me fait penser à la fiscalité, si on peut en parler un tout petit peu. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu parlais de bail civil et de bail commercial. Du coup, pour moi, ça veut dire revenu foncier si tu es en nom propre. Du coup, c'est quelque chose que tu es obligé forcément de faire en société pour... Non, tu peux avoir un bail civil ou un bail commercial meublé. Okay. Ça pose aucun problème. C'est pas le bail qui définit la fiscalité, c'est ce que tu mets dans le bien. Tu peux d'ailleurs avoir un local commercial avec un bail commercial meublé. Meublé, ouais. Tu peux décider de meubler ton logement. Donc, la fiscalité, tu l'as choisi. Est-ce que je veux partir sur un bail civil ou un bail commercial meublé? Si j'investis en nom propre, ça peut faire sens. Si j'investis en SCI/LIS, pas forcément. Ouais. Mais non, il n'y a pas de problématique là-dessus. De faire les deux, quoi. Ouais, aucun problème. Trop bien.
Mais d'ailleurs, c'est quoi? C'est un bail d'habitation, toi, que tu as signé avec l'hôpital? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Meublé. Ok. Et du coup, ouais, donc cette stratégie, aujourd'hui, vous êtes présent sur plusieurs villes. Ouais. Aujourd'hui, tu as une structure du coup qui s'appelle Kairos. Donc ok, du coup, vous le faites pour vous. Donc vous êtes plusieurs dans la structure, c'est avec des associés? On est 3 associés. Ok. Et on a 6 chasseurs et on a un alternant qui nous aide. Ok, et donc du coup, ça Et veut 3 dire stagiaires. que demain, si quelqu'un est intéressé pour développer ce système-là en disant Ouais. bah, écoute, j'ai de la capacité d'endettement, Ouais. je voudrais investir en immobilier, Ouais. cette stratégie me tente parce que ça fait du sens, Ouais. où justement tu as expliqué les deux avantages, la résilience de l'habitation et puis l'avantage du bail civil ou commercial. Donc on vient de voir, on crée le projet avec toi et toi tu t'occupes de tout, c'est ça? Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment après être passé chez Thomas Creton. C'est comme ça que j'ai rencontré Dorine. De investir simple. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, on a eu énormément de business par rapport à ça. Et je vois Thomas cet après-midi pour refaire un épisode avec lui début d'année prochaine. Il est à Paris là, ok. Et alors non, je le vois en visio. Hein. Okay, je crois qu'il est en Colombie là en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais non, ça nous a apporté un max de business parce qu'en fait, quand on écoute, bon alors là c'est particulier, mais tu m'as bien fait parler, puis j'avais envie de le dire. Là, le lotissement, là j'ai envie d'en parler. C'est pas toujours facile d'en parler. Et là, ça fait du bien aussi Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de success story. Hein. Ouais. C'est vrai aussi de parler des problématiques qu'on rencontre, que c'est pas si simple, parce que beaucoup de personnes se disent ah mais oui, tu as eu de la chance, c'est facile. Ouais, mais non en fait. Ah non, mais moi, je sais pas si ça se voit, peut-être pas encore, mais je grince des dents la nuit parce que c'est ultra stressant. Et en fait, tu te plains pas parce que je pense que déjà quand t'es entrepreneur, t'as un peu une mentalité où t'es positif. T'as envie que ça marche, etc. Donc ça se voit moins. Mais évidemment, c'est ultra stressant. Moi, j'ai 130 000 euros de bloqués sur cette opération. J'ai pas les moyens de me permettre d'avoir cet argent-là bloqué là-dessus. Ouais, plus la charge mentale d'aller faire des rendez-vous avec la mairie. Ouais, et puis de pas savoir ce qu'on va pouvoir faire. Parce que si Nexity peut pas racheter, qui rachète? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi sur un lotissement comme ça, c'est que tu as une OAP. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une obligation de réaliser un certain nombre de lots à l'hectare. Ouais. Et nous, on doit faire 17 lots à l'hectare. Vu que tu as 19 202 mètres carrés, tu es obligé de faire minimum 35 lots. Alors, au départ, on avait fait 28 lots et on en avait vendu 26. Mais c'est parce qu'on avait un macro lot, donc un lot plus grand, sur lequel on faisait un collectif. Et quand vous faites un nombre de lots, c'est pas un nombre de terrains, c'est un nombre de logements sur les construits, sur les terrains. Et donc là, on a. Mais en fait, c'est un stress pas possible parce que moi, sinon, j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils auraient dit bah oui, mais au pire, tu vends le terrain à un particulier qui fait construire sa maison. Mais non, c'est pas possible. Parce que du coup, la mairie a posé cette OAP et donc tu es obligé de faire un lotissement sur cette opération. Et donc en fait, si Nexity se positionne pas, qui est quand même l'un des acteurs les plus mobiles en France dans le sens où ils ont la promotion, ils ont l'aménagement, ils ont un bailleur social, ils ont des contacts que tu peux y aller. Hein. Moi, j'y suis allé, hein, j'ai appelé tous les bailleurs sociaux, etc. Eux, ils ont des contacts, c'est un délire. Moi, ce que j'ai mis 6 mois à faire, à avoir ne serait-ce qu'un dixième de la réponse qu'ils ont eue, eux, en une semaine, c'était réglé. Et d'ailleurs, c'est là où tu vois aussi que ce marché est très complexe et que c'est très difficile de lutter quand tu débutes, contrairement à d'autres marchés. Les portes d'entrée sont extrêmement importantes, notamment sur les contacts, en particulier sur la création de logement social, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, surtout dans des villes comme Pontivy. La création de logement social est un levier pour avoir une rentabilité sur une opération. Parce que aujourd'hui, tu vends 2000 euros du mètre carré sur de la maison individuelle et tu vends 2000 euros du mètre carré sur du logement social. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les départements, aujourd'hui, tu as un prix au mètre carré pour le logement social pour tout le département. Ce qui est un non-sens économique total. Puisque ça veut dire que à Vannes, qui est une ville ultra plébiscitée, tu achètes à 2000 euros du mètre carré. Et quand tu vas à Pontivy, tu achètes à 2000 euros du mètre carré. Mais 2000 euros du mètre carré, c'est le prix à Pontivy. Ça n'a pas de sens, ouais. À Vannes, ça n'arrange personne de vendre à ce prix-là. Donc, il devrait y avoir une adaptation, une pondération par rapport aux prix locaux, parce que ça fait un écart beaucoup trop important sur les opérations. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que, évidemment, c'est éminemment difficile. Moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, mais je vais être millionnaire comme ça. C'est très, très dur. C'est très, très dur. J'ai la chance d'avoir de plus en plus de gens que je connais, des amis qui ont des réussites qui sont très belles, qui m'accompagnent. On parlait en off, je crois qu'on n'en a pas parlé sur le podcast, mais de mastermind, des gens qui te suivent, qui t'épaulent. Et de toute façon, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin, effectivement, on en parlait en off, de s'entourer d'autres
personnes, donc ça peut être des investisseurs immobiliers ou d'autres entrepreneurs, et de s'entourer de personnes qui font un peu la même chose que nous et de partager nos problématiques. Je pense qu'il faut vraiment chercher à comprendre qui on est. Et une fois qu'on a compris qui on était, essayer d'avancer dans ce sens-là. Moi, j'ai remarqué notamment que j'avais besoin d'être accompagné de gens quand je faisais des projets. Donc, je m'associe, je trouve et essayer de chercher de la complémentarité. Pas s'associer ou pas rencontrer des gens qui peuvent être que des amis. Essayer de chercher des gens aussi qui vont pouvoir se compléter. Et après, ça réalise des opérations qui tiennent. Et faire attention aussi peut-être à pas s'engager. C'est peut-être les leçons que j'ai retenues mais, sur ces dernières années, mais pas s'engager sur des projets qui peuvent être lourds. Ça peut. En fait, il faut faire gaffe à pas. On voit souvent des success stories sur la tech. Et du coup, on imagine que c'est réplicable assez facilement sur d'autres sujets. L'immobilier en particulier, c'est assez compliqué de le répliquer et d'avoir une scalabilité très forte et très rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de millionnaires en immobilier, mais il y a très peu de milliardaires, parce qu'en fait, ou des gens très très riches, parce qu'en fait, il est assez simple sur une vision long terme de pouvoir se donner les moyens d'avoir une richesse relativement conséquente, mais extrêmement difficile d'avoir une richesse très importante, et on prend des risques importants, et en plus on est énormément dépendant de l'État, puisque finalement l'immobilier ça dépend des taux. S'ils augmentent les taux, on se retrouve dans une situation où le marché ralentit. S'ils baissent les taux, ça le dynamise, et il y a des réglementations de partout. J'en ai parlé avec la mairie. Enfin, plus le projet est gros, plus il y a des interlocuteurs, et plus ça complexifie le projet. Ça marche. Du coup, si on revient un tout petit peu là sur ton activité. Ouais, je suis relou. Tu pars, voilà. Du coup, j'essaie de revenir. Donc, tu nous parlais quand même de grosses villes où tu avais ce partenariat avec ces organismes ou ces sociétés. Oui. Du coup, vous arrivez à trouver de la rentabilité, parce que tu me parlais de Paris, c'est ça, ou l'Île-de-France. Ouais. Donc, tu arrives à. Même Paris, même, ouais. Donc, à acheter des bâtiments et à les louer et à être rentable. Ouais. Alors, si rentable, c'est à partir de 8%, oui. Ok. Enfin, nous, on considère. En fait, nous, ce que recherchent nos investisseurs aujourd'hui, c'est que ça s'autofinance. Exactement. Pour moi, rentable, effectivement, on parle d'autofinancement, puis après, on va parler de cash flow. Mais donc, le but, c'est que ça s'autofinance. Et aujourd'hui, sur Paris, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire, c'est des projets qu'on sort, ouais. Okay. Et qu'est-ce qui crée en fait cet autofinancement et cette rentabilité? C'est la puissance du bail que déjà la différence entre le brut et le net, elle est pas énorme, parce que finalement, tu peux assez souvent refacturer tout un tas de charges. Tu vas louer plus cher qu'un loyer classique, puisque comme je disais, en fait, finalement, ça s'apparente à de la colocation. Donc du coup, on va pouvoir aller chercher des rendements qui vont être assez similaires. Et t'as pas de vacances locatives. Parce qu'en réalité, notamment sur les organismes publics, quand ils s'engagent, moi j'en ai encore eu un là, il y a 2 jours au téléphone, on a rendez-vous le 20 décembre avec cet organisme. Et eux, on a discuté avec eux, je leur ai dit, mais quand vous engagez sur combien de temps? Ah bah jusqu'à temps que vous nous viriez. Hein. Enfin, tu vois, il me disait, nous ça fait plus de 15 ans qu'on a des biens. Et on bouge pas, quoi. Donc en fait, c'est vraiment cette manière de faire sur le long terme qui fait que c'est intéressant sur la stratégie qu'on utilise. Ok, super. Voilà. Très, très intéressant, Amaury. Du coup, si on veut te suivre, on peut te suivre sur quels canaux Instagram, Amaury Tardier, AMAURY On a notre site, si vous voulez regarder ce qu'on fait, parce qu'on l'a refait là, donc normalement il est plus clair, parce que après Thomas, en fait, on travaille énormément bouche à oreille. Et après le podcast de Thomas, on a eu énormément de demandes et des gens qui sont allés sur notre site et qui nous ont dit je comprends pas trop, j'ai écouté le podcast. Donc là, on a refait notre site. Donc au moment où vous allez écouter le podcast, normalement, c'est kyros.imo. I2MO. On mettra le lien dans la description c'est gentil. de l'épisode. Ouais. C'est gentil. Et puis. Et le podcast, du coup? Et le podcast, Père Castor, raconte-nous ton histoire. Alors, je pourrais l'annoncer maintenant. Tu seras la dernière personne que je vais interviewer sur ce podcast. D'accord. Pour la simple et bonne raison que je vais, à partir de 2025, je vais me mettre à créer du contenu sur justement ce qu'on fait. D'accord. Donc, vous pourrez aussi me retrouver sur YouTube. Donc, Amaury Tardier. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode, tu as une idée? En courant 2025, Donc, au moment où vous allez écouter cet épisode, normalement, il y aura déjà des vidéos sur YouTube.
Donc là, je vais fin décembre tourner. Et en fait, on va aller voir plein de projets qu'on a fait avec plein d'investisseurs, justement pour montrer un peu tout ça. Du concret, du coup. Exactement. Des entreprises à qui on loue, des organismes publics, pour aller les rencontrer, voir comment ça se passe, les baux qu'on utilise, comment ça fonctionne. En fait, on veut... si les gens font comme nous, c'est très bien. On est grave OK avec ça. De toute façon, ça ne sera pas nos investisseurs, pas nos clients. Donc, on veut montrer au maximum ce qui est possible de faire pour donner encore plus envie aux gens d'investir dans l'immobilier. C'est génial de donner du concret, en fait, de montrer exactement... C'est vraiment la philosophie, c'est de montrer tous les projets qu'on a fait, à quoi ressemblent nos investisseurs. Des investisseurs, ça va du jeune qui vient de sortir d'école et qui a son taf en CDI je pense à ça, je crois qu'il est chez Ouest France, tu vois, et qui a son salaire où il est comme monsieur et madame tout le monde, à 1800, 2000 euros par mois, au gars qui est multimillionnaire. Donc en fait, on a tout type d'investisseurs, on a un panel différent, et je pense qu'il faut montrer que tout le monde est capable de faire ce type de projet, qu'il y a des rendements qui sont cool. Ça permet d'avoir des rendements cool dans des villes aussi. Parce que souvent, moi le premier, quand j'ai investi dans des bleds. C'est accessible d'avoir des rendements cool dans des bleds parce que ça coûte pas cher et que tu peux louer à des prix qui sont importants. Mais la problématique d'investir dans des lieux comme ça, c'est que sur la revente, notamment sur des projets qui sont assez importants, tu as moins de liquidité. Parce que les investisseurs sont assez souvent rassurés de se positionner plutôt sur des grandes villes. Et même pour switcher de stratégie, notamment sur celle qu'on vient d'évoquer, c'est beaucoup plus facile sur des grandes villes que sur des petites villes. Parce que sur les grandes villes, tu as beaucoup de demandes des entreprises. Il y a l'attractivité. Des organismes publics. Les organismes publics, tu vois, tu me disais, je crois que tu me posais la question tout à l'heure, tu me disais, mais on parlait de l'entretien, etc., du logement. Toi, tu voulais absolument faire un état des lieux, etc., à chaque étape. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand un organisme public est financé par l'État, et notamment sur des profils qui peuvent être un peu différents, ceux qu'on évoquait tout à l'heure, femmes battues, etc., enfin des gens qui sont dans des situations qui sont pas simples, et bien en fait l'État donne des enveloppes de financement dont une partie est réservée au logement, mais l'autre partie est réservée à l'accompagnement. C'est-à-dire que ces gens-là, on va pas faire que les loger, on va aussi les aider à se réinsérer dans la société. Le logement, c'est un outil pour aider la personne à se réinsérer dans la société. Parce que c'est ça la volonté de l'État derrière. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme public va suivre constamment cette personne. Et donc, ton logement, de fait, va être entretenu. Puisque la personne il y a une personne qui continuellement va passer, etc., pour venir voir comment ça se passe. Mais quand je dis continuellement, c'est potentiellement plusieurs fois par semaine. Donc, en fait, le logement est constamment vérifié, etc. Et donc, ça permet d'avoir un visuel là-dessus. Et donc j'ai pas bu assez d'eau en fait, c'est pour ça que c'est déconstruit dans mon discours. Je m'en rends compte là, à la fin, mais donc voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast et de parler d'une stratégie immobilière qu'on ne connaît pas très bien et qu'on n'a jamais abordé sur le podcast. Donc voilà, merci pour avoir été complètement transparent sur des chiffres, sur ton parcours de vie et ton parcours d'investisseur immobilier. Ça va certainement inspirer de nombreuses personnes. Et à bientôt, du coup. À bientôt. Merci pour l'interview, c'était cool. À bientôt.